Bon, parce que ce soir, on est filmé par Jean Robin, que je remercie énormément d'être venu chez Open Up ce soir, d'avoir quand même traversé la France pour nous expliquer son engagement pour la liberté d'expression. Son engagement pour la liberté d'expression. Et ce que je voudrais vous expliquer ce soir, donc c'est l'idée, on est dans un débat. On a l'impression que là, il n'y a que moi qui parle, donc on ne va pas parler, mais si. On va laisser Jean exposer ce qu'il a à nous dire sur notamment ses différents travaux. Donc Jean Robin, je vous l'ai présenté par email, et par email essentiellement. C'est un jeune essayiste, journaliste et éditeur français, engagé pour la liberté d'expression, et qui notamment aux éditions Tatami, on va dire, publie les livres qui ne sont pas forcément dans la ligne du parti et que d'autres ne publient pas. Il se trouve qu'il a d'autres cordes à son arc, notamment un débat, un site qui s'appelle Enquête et Débat, que j'ai découvert sur le net pour mon plus grand bonheur il y a 1 an et qui permet à chacun d'entre nous de décrypter l'information avec des exemples, des analyses qui sont très accessibles à tout le monde et très bouleversante. Voilà, on va dire que le maître mot, c'est ça. Donc je vous engage après, de toute façon, je vous enverrai toutes les informations. Enquête et Débat, c'est très instructif au quotidien. Quand vous avez une information, vous allez ensuite sur Enquête et Débat et vous voyez la façon dont elle est traitée. Je pense qu'il y a des chances que beaucoup d'entre nous se disent « Oula, d'accord ». Donc pour revenir peut-être à Open Up, donc Sonia, certains d'entre vous, Philippe, donc bienvenue aussi à Henri ce soir. On est dans un tout petit comité, un format tout petit comité. On est très peu nombreux à ce débat. En général, les débats comptent entre 10, 15 et 30 personnes, rarement plus, quels qu'ils soient. Donc vous savez que c'est une forme qui permet de faire connaissance en petits groupes. Il y a des dégustations de vin, des cours de cuisine, il y a une rencontre professionnelle, 3e mercredi de chaque mois. Et le but, c'est de créer des liens. Donc même quand vous allez venir à des grosses soirées, il y en a une par mois, et bientôt il y en aura une par mois à Marseille et une par mois à Aix. Les soirées, c'est 120 personnes, et même sur 120 personnes, je fais en sorte que par petits groupes de 6-8, même si vous pointez seul ou vous pointez à 2, vous allez être par petits groupes de 6-8 pour faire connaissance. C'est-à-dire autour d'un quiz, autour de la fabrication d'une crème, autour de n'importe quoi. Tout est support à créer des liens. Et l'idéal chez Open Up, c'est qu'après la soirée, vous disiez « Ouais, tiens, j'ai rencontré 1, 2, 3, 4, 5 personnes nouvelles », qu'en fréquentant le réseau, vous êtes amené à revoir régulièrement. Je suis très souvent accompagnée de mon amie, Marina, qui prend des photos pour la soirée. Si certains d'entre vous ne souhaitent pas être sur Facebook, vous le dites, parce que pour l'instant le support c'est Facebook. Depuis quelques jours, c'est-à-dire hier, en fait quelques heures, il y a un blog Open Up sur lequel toutes les photos sont publiées, ainsi que les partenaires qui sont des partenaires locaux et qui accompagnent bien sûr l'épanouissement du réseau. Alors un réseau, en quoi c'est différent d'une soirée classique? Parce que Open Up bénéficie du bouche à oreille. Ça signifie que si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, et on ne fonctionne que sur la cooptation. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourront éventuellement tomber sur Open Up lors d'un article de presse, il y en a plein, des articles de presse ou éventuellement même autres choses, mais c'est pas ce qui me passionne. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit plutôt les valeurs qui nous réunissent, et donc communiquer sur la presse, c'est pas le premier mode d'épanouissement d'Open Up. Donc parlez-en, si ça vous plaît, parlez-en et ce sera super. Donc je vais laisser la place à Jean. Je ne sais pas si je t'ai bien présenté. Peut-être que... Alors vous aurez l'occasion aussi de voir ci et là certains livres qui ont été publiés par les éditions Tatami, pour certains, et pour d'autres, de Jean Robin, publiés par d'autres éditeurs. Mais il y en a d'ailleurs là-bas qui sont aussi à vendre, hein, si vous voulez en embarquer, c'est nos problèmes, c'est volontiers. Voilà, je te laisse la place. Super. Voilà.
Alors, bonsoir à tous. Je vous ai déjà salué individuellement. Merci à Nathalie vraiment de m'avoir convié à cette réunion très conviviale qui s'annonce passionnante parce que, effectivement, je découvre moi aussi, enfin, comme certains d'entre vous, ce mode très chaleureux et très humain de découverte de l'autre, ce qui manque. Moi, je viens de Paris, donc d'être à Aix aujourd'hui, c'est déjà une charmante petite ville que j'ai pu visiter un peu avant cette conférence. Et cette réunion est tout à fait dans mes valeurs, voilà, de qualité, enfin des valeurs que je prône. Et donc je soutiens complètement l'initiative de Nathalie. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui pour vous parler d'un thème. On est tous concernés, je dirais, par ce thème, mais on est très très mal informés sur ce thème, et pour cause, puisqu'il s'agit des médias. Or, les médias informent très mal sur les médias, hein, puisque c'est une corporation. Et je vais vous développer assez rapidement ce soir, puis j'espère qu'il y aura un dialogue qui pourra s'instaurer et que vous aurez des questions. Je vais vous expliquer en gros, selon moi, pourquoi les médias qu'on va appeler dominants. Alors là, je ne parle pas d'Internet, évidemment, parce que ça sera ma conclusion, et c'est la solution que je vois à tous ces problèmes que posent les médias actuels. Mais les médias, pour moi, sont trois types d'armes complètement illégitimes, complètement antidémocratique. Le premier type d'arme, c'est une arme idéologique. Le deuxième type d'arme, c'est une arme économique. Et le troisième type d'arme, c'est une arme politique. Voilà. Alors, commençons par l'arme idéologique, si vous le voulez bien. Pour moi, les médias sans qu'on s'en rende compte, en fait, ils ont réalisé un coup d'État. On connaît Mitterrand, le coup d'État permanent, on sait ce que c'est qu'un coup d'État. Mais pourquoi je parle d'un coup d'État pour les médias, c'est que les journalistes, finalement, ont pris un pouvoir énorme, avec notamment la télévision, mais également avant avec la radio, et qui leur a donné finalement la légitimité pour devenir finalement quasiment le premier pouvoir dans notre pays et dans quasiment tous les pays où les médias sont présents. Eh bien, personne. Voilà. C'est-à-dire que ça n'a pas été le fait d'une élection. Tout simplement, ils se sont donné ce pouvoir de manière autoritaire et de manière subtile, c'est-à-dire que progressivement, vous savez, comme la grenouille qu'on plonge dans l'eau et qu'on porte à ébullition, personne ne s'en est rendu compte, et je vais vous expliquer pourquoi, mais une des raisons pour cela, c'est que au départ, disons, les médias avaient une certaine qualité. Alors, on pourrait parler du Monde, je sais qu'il y a des lecteurs du Monde dans cet auditoire. Le Monde, par exemple, a complètement baissé de qualité selon moi, je ne suis pas le seul évidemment, depuis 30 ans et même depuis Beuve-Méry. En fait, avec Beuve-Méry, on partait d'un idéal non financier, hein, c'est-à-dire que le journal devait être pauvre, pas de publicité, pas d'actionnaires. Et alors aujourd'hui, si on regarde, c'est une caricature, c'est-à-dire qu'il y a des grands financiers, un grand banquier, un grand, voilà, on peut les citer, hein, Pierre Berger, Mathieu Pigasse et Xavier Niel, qui sont des grands industriels, donc c'est l'exact contraire de ce que voulait Hubert Beuve-Méry. Mais on pourrait prendre aussi l'exemple de l'ORTF. Alors, je sais, on aime bien critiquer l'ORTF en disant que c'était le pouvoir qui imposait sa ligne et tout, mais quand on regarde les émissions, si vous regardez par exemple Lecture pour tous, je ne sais pas si vous avez eu cette occasion-là dans les archives de l'INA, c'était, pendant 3/4 d'heure, il y avait une interview d'un auteur sur son livre. C'est long, 3/4 d'heure, vous imaginez ? Et on invitait là des gens de toutes les couleurs déjà, parce qu'on dit souvent oui, sous De Gaulle c'était raciste, et on oublie que le président du Sénat était noir. René Monori. C'était pas René Monori, c'était Gaston Monnerville, merci beaucoup. Donc, on est passé de l'ORTF, Lecture pour tous, j'ai pris cet exemple des livres parce que c'est un secteur qui m'est cher, et donc on est passé de Lecture pour tous, après vous avez eu Apostrophe, qui a pris la suite, qui posait déjà un problème, c'est qu'on rassemblait autour d'un plateau 4 personnalités qui avaient écrit un livre sur un thème très précis, on les faisait se prononcer sur un autre thème que celui de leur livre. Donc déjà, ça pose un problème de qualité. Mais ça restait encore d'une relative qualité. Et puis, on est passé à Tout le monde en parle, avec Thierry Ardisson, sur qui j'ai consacré un livre. Et là, on est quasiment au plus bas de ce qui est possible. Vous avez une prostituée qui va côtoyer un homme politique, qui va côtoyer un grand scientifique, donc ça va être un peu n'importe quoi. Vous avez les questions de l'animateur lui-même, qui est un ancien publicitaire, donc là, il
l'arrivée de la publicité dans la gestion des débats et de la promotion des livres. Donc un livre n'est plus un produit culturel, c'est un objet, c'est une marchandise. Donc là, on est totalement, on n'est plus du tout dans la qualité. Et puis aujourd'hui, on a le grand journal. Bon. Alors ça, c'est encore un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on est en spectacle total. Il n'y a même plus du tout... Quand même, Ardisson avait une chose positive, c'est qu'il pouvait interviewer Houellebecq pendant 30 minutes. Bon. Au grand journal, non, ça va être des éclats de rire qui vont entrecouper des publicités, qui vont entrecouper quelques bribes sur peut-être un début de phrase. Enfin, c'est absolument ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Et donc là, on est vraiment en bas de l'échelle de la qualité. Mais je parle aussi de coup d'État parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme PPDA, bon, qui n'est plus au pouvoir, je dirais, mais avait autant de pouvoir qu'un Sarkozy ou qu'un Chirac. Quand il les interviewait, déjà c'était toujours lui, bon, on ne sait pas pourquoi, mais il avait la capacité de poser telle ou telle question. Mais pourquoi? Peut-être le peuple avait d'autres questions à poser au chef de l'État. Mais non, PPDA avait toutes ces prérogatives-là. Et c'est vrai aujourd'hui pour les journalistes qui interviewent les présidents de la République ou qui présentent la messe du journal de 20h. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir aux médias. Ça, c'est important de le réaliser, parce que c'est la définition même du coup d'État, de la dictature, quasiment. Quand vous n'avez pas, ça c'est Montesquieu qui le dit, quand vous n'avez pas de séparation des pouvoirs, vous n'avez pas de démocratie, c'est pas possible. Or, est-ce que vous pouvez me citer un seul contre-pouvoir aux médias aujourd'hui? Les politiques en ont peur, ils ont une seule chose, une seule crainte, c'est qu'il y ait une polémique sur eux dans les médias. La justice ne s'occupe pas des médias, le pouvoir législatif, il dépend du politique, le pouvoir exécutif, voilà. Donc on a fait le tour, et résultat, les médias ont tout pouvoir aujourd'hui pour dire ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est un pouvoir immense, j'y reviendrai. Donc pas de contre-pouvoir, et au final, j'ai commencé à l'aborder avec cette expression de la messe du 20h, on est face à une nouvelle religion, qu'on le veuille ou pas. Vous avez la messe du 20h comme on allait à la messe du dimanche. Vous avez des prêtres. Alors, je vais vous citer, c'est un peu long, enfin, pas trop long, mais Régis Debray, qui est un peu un de mes modèles en la matière, a commis un livre qui s'appelle L'Emprise, qui parle des médias, en 2000. Et alors, voici ce qu'il dit à propos des médias et de ces prêtres, comme il les appelle. L'irresponsabilité, frôlant de près l'impunité, découlerait de l'ancien fort de juridiction ou privilège de clergé. On a oublié, mais le clergé avait des privilèges. L'évêque ne saurait être jugé par une juridiction ordinaire, et seuls les clercs, dit saint Ambroise, peuvent juger des procès entre clercs. L'Église se jugeait elle-même. Ainsi, la déclaration des devoirs et des droits du journaliste adoptée à Munich en 71, Munich, ça rappelle de mauvais souvenirs en plus, stipule-t-elle que le journaliste n'accepte en matière d'honneur que la juridiction de ses pairs. Donc c'est une similarité exacte. Ici, la rémission automatique des péchés s'appelle confraternité. Un journaliste de presse écrite n'en débine pas un autre. C'est un phénomène de caste, corporation. On a le droit de juger les laïcs, mais on n'a pas à subir leur jugement. Grâce d'État. De l'extérieur, la critique est sacrilège. Ne dit-on pas, celui qui tire sur les journalistes est un homme mort. Lui-même, d'ailleurs, c'est ça l'ironique, il a écrit, je pense, ce livre suite à l'épisode de Sarajevo, où il avait pris un peu le contre-pied de la pensée dominante de l'époque, il avait eu tous les médias contre lui. Donc, vous avez des excommuniés, des gens sur lesquels on va coller une étiquette de secte, j'en avais noté quelques-uns, de racistes, d'homophobes, d'islamophobes, de tout ce que vous voulez. Alors ces gens-là seront automatiquement exclus parce que on va dire que leurs paroles sont mauvais. Bon. Et il y a tout un tas d'expressions comme ça qui empêchent la liberté d'expression, clairement, mais qui relèvent de la religion. Et on croit toujours qu'on est dans un pays athée, etc. Mais non, la nature a horreur du vide. Donc vous avez forcément une religion dominante aujourd'hui. Et c'est plus le christianisme, c'est certainement pas l'islam ni le judaïsme. Moi, je dirais que c'est le média. Voilà. Et parce que tous ces péchés, finalement, que sont le racisme et l'homophobie, il faut les expurger de l'homme. Alors, vous avez des Bibles aussi. Les Bibles actuelles, c'est plutôt Télé 7 jours et Télérama, qu'on ne peut pas louper pour savoir ce qui va se passer dans le monde. Etc. Je passe sur les chasses aux sorcières.
Donc ça, je pense avoir démontré qu'il y a eu, mais c'est grave, ce dont je parle là, ça peut paraître des mots, mais il y a une réalité derrière, c'est-à-dire que le pouvoir, en démocratie, hein, il doit y avoir un pouvoir qui émane du peuple, ce pouvoir s'est fait voler par les journalistes. Alors, après l'arme idéologique, il est intéressant de se pencher sur l'arme économique des médias. Et alors moi, je vais assez loin dans ma critique, puisque c'est pour ça que je ne passe jamais dans les médias d'ailleurs, je parle quasiment de mafia, hein, une mafia médiatique. Parce que finalement, la mafia, ça consiste à favoriser ses amis ou à ceux qui payent une dîme et à défavoriser ses ennemis, voire à les tuer. On n'hésite pas à cela. Et c'est exactement ce qui se passe avec les médias. Je vais prendre quelques exemples qui montrent qu'il y a un véritable droit de vie ou de mort sur quasiment tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est simplement ceux qui ont écrit un livre, selon qu'ils soient interviewés dans les médias ou pas. Non, parce que si vous êtes un grand universitaire, un grand scientifique, mais que vous ne passez pas dans les médias, votre influence va être quasi nulle. Tandis que, et même si vous êtes le meilleur dans votre domaine, c'est-à-dire jugé par vos pairs cette fois, si vous êtes le plus grand scientifique en termes de reprise dans des revues à comité de lecture, eh bien, ça n'aura aucun poids par rapport à quelqu'un qui sera moins qualifié que vous, moins reconnu que vous, mais qui passera sans arrêt dans les médias. Et ça, on a tous des exemples en tête. Bon. C'est le phénomène people, hein, tout simplement. Bon. Et ça, c'est grave, parce que quand même, bon, qu'un acteur soit un people, on peut le comprendre, c'est son métier, un comédien, bon, mais qu'un scientifique ou un sociologue devienne quelqu'un de connu et en cela puisse imposer ses vues, parce qu'après, il l'impose à toute la société. Mais pour en rester au niveau économique, il faut bien voir et prendre conscience que tout le circuit économique est biaisé, en fait. Alors, évidemment, je vais prendre les livres comme exemple, puisque c'est celui que je maîtrise le mieux en tant qu'éditeur, mais vous avez un phénomène de gros qui écrase les petits, mais l'inégalité, là, est creusée au maximum. Alors, il y a le phénomène des prix littéraires. Bon, en ce moment, on est en période de prix littéraires, en plus. Vous avez tous remarqué que c'est systématiquement les mêmes qui gagnent. Non pas en termes d'auteurs, évidemment, mais en termes d'éditeurs. Et les plus gros, comme par hasard. Bon. Parce que ces jurys sont une sorte de mafia que personne ne régule ou ne contrôle. Personne ne sait si d'ailleurs ils lisent les livres ou pas, parce qu'il y en a énormément. Théoriquement, il sort, rien qu'à une rentrée littéraire, il sort entre 600 et 700 romans. Comment est-ce qu'ils pourraient... Comment ? Pardon ? Ils les font lire. Ah oui, bon. Mais même s'ils les font lire, donc ça délégitime le jury. Donc, en tous les cas, ils n'ont pas le temps, c'est sûr, parce qu'ils sont des gens éminents, donc ils mettent en avant leur people, leur capacité leur importance de médiatisation. Hein. Mais finalement, la qualité n'est pas au rendez-vous. Par contre, ce qui est au rendez-vous, c'est le résultat économique, parce que les livres qui obtiennent un prix littéraire, que ce soit le Renaudot, l'Interallié, j'en oublie, le Goncourt, etc., le Femina, qui sont les quatre principaux, mais vous en avez plein d'autres, vendent énormément plus que les autres. Et comme par hasard, je lisais récemment un papier que j'ai relayé sur Enquête et Débat d'un éditeur moyen, qui s'appelle Max Milo. Il disait que même lui n'a jamais eu aucun prix, d'aucune sorte. Alors comment vous expliquer qu'une maison d'édition qui sort 10 à 20 titres par mois n'obtienne jamais aucun prix et que Gallimard, par exemple, ait obtenu les 3/4 des prix ces 20 dernières années à travers, alors il y a Gallimard directement et indirectement à travers ses différentes filiales, parce que ce sont des groupes. Ce sont des multinationales. Par hasard, la qualité est nettement supérieure, globalement. Et oui, parce qu'en plus, les prix littéraires, je ne sais pas si vous en avez lu, mais ça vous tombe des mains, quoi, souvent. Bon. Alors que vous allez lire des petits romans, bon, je vous invite à lire ceux de la maison, évidemment, mais vous avez beaucoup d'autres maisons qui publient une véritable qualité qui n'est jamais reconnue, ni au niveau médiatique, ni au niveau des jurys, parce que tout ça, c'est une caste qui se coopte, et c'est là où on peut vraiment parler d'une mafia. Et évidemment, au niveau économique, c'est l'arme absolue, parce que quand vous avez un livre qui vend 30 000 exemplaires, vous êtes tranquille après pour déjà toucher beaucoup de droits, pour rééditer chez un grand éditeur, etc. Et à contrario, les petits éditeurs, eux, galèrent pour déjà trouver une place, parce que tout est lié. Quand on est éditeur et quand on commence, on essaye de trouver une place sur les tables. Vous savez, quand vous allez en librairie, les livres, c'est inconscient, mais vous allez automatiquement vous orienter vers les livres qui sont sur les tables.
Vous n'allez pas aller dans les rayons chercher un livre, quoi. Sauf si vous en avez entendu avant parler dans les médias. Donc la manière de contourner tout ça, c'est Internet qui est le relais de quelque chose qui est vieux comme le monde, qui est le bouche à oreille. Et heureusement qu'on a Internet, et ça j'y reviendrai. Mais plus quelqu'un passe dans les médias, évidemment, plus il fait partie de la famille. Plus il va être réinvité, donc vous avez un cercle vicieux qui fait que plus vous êtes invité dans les médias, plus vous y passez. Mais pour être connu, il faut passer dans les médias, et pour passer dans les médias, il faut être connu. Donc finalement, ça n'en finit jamais, et vous vous retrouvez avec une société divisée en deux, enfin, qu'on peut très bien qualifier d'oligarchie par rapport à 99% des gens, c'est-à-dire qu'il y a 1% des gens qui occupent toutes les places, qui sont invités, réinvités. Nous, on a fait quelques études sur le site. Quelqu'un qui s'appelle Ouria Boutelja, par exemple, qui est à mon âge, peut-être un peu plus vieille. Elle dirige une association qui s'appelle les Indigènes de la République. Elle a été invitée une vingtaine de fois dans l'émission de Tadei, Ce soir ou jamais. Pourquoi? Elle a été mise en face de ministres, ministre de l'immigration notamment, etc. Et à contrario, vous avez des gens qui n'y passent jamais. Je prendrai l'exemple de François Asselineau, qui est inspecteur des finances, il dirige un autre parti, voilà, pour sortir de l'Union européenne, etc. Il a demandé à y passer, parce qu'il pense représenter également un courant qui compte en France, et comment lui nier. Je pense même qu'il a plus de militants que cette Ouria Boutelja, d'ailleurs dont le mouvement existe principalement grâce à l'émission de Tadei, donc voilà. Mais lui, il n'y passe jamais. Donc 20 d'un côté, pour une jeune de 35 ans, dont la seule légitimité est d'être porte-parole d'un mouvement créé ex nihilo, on ne sait pas trop comment il est financé et tout. Et de l'autre côté, un inspecteur des finances, donc qui est au sommet de l'État français en termes de compétences, de diplômes. Il a fait l'ENA, HEC, mais jamais. Jamais. Donc, au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas dans la dénonciation gratuite. On ne se fait pas plaisir, on constate des faits. Et celui que ça ne révolte pas, c'est certainement parce qu'il en fait partie. Et alors, dernière chose pour l'arme économique, c'est, on en parlait un peu juste avant, c'est le rapport incestueux entre la publicité et les médias. Oui, c'est plutôt avec lui que j'en parlais. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des véritables prises de contrôle, non pas capitalistiques, mais via la publicité. C'est-à-dire que si vous êtes EDF, par exemple, ou Areva, tiens, prenons un exemple un peu plus intéressant, vous avez certainement vu, comme vous regardez un peu la presse, qu'Areva publie énormément de publicité pour ses centrales nucléaires, dans toute la presse, à la télévision, etc. On a toute la petite musique en tête, que je ne resifflerai pas ici, mais enfin voilà. Pourquoi Areva fait-elle de la publicité pour le grand public? Est-ce que vous, demain, vous allez acheter une centrale nucléaire entre nous? Eh bien, je vais vous le dire, c'est pour que la presse, les médias en général, parlent bien du nucléaire. Et d'Areva en particulier. Parce que si demain, on commence à vouloir enquêter un peu ou critiquer un peu, eh bien Areva va dire « Ah ben c'est comme ça, donc on retire toute notre publicité. » Et alors là, vous avez des trous dans les budgets. Et ça s'appelle la dissuasion publicitaire. Après la dissuasion nucléaire, vous avez la dissuasion publicitaire. Et ça, c'est fondamental à comprendre comme phénomène parce que bon, avant, il y avait la dictature. Enfin, avant, disons, les pratiques étaient très brutales. Si je reprends l'ORTF, c'était pas la dictature, mais enfin, vous aviez Perfit qui appelait, disait, bon, maintenant, vous arrêtez, vous faites ça. Bon, c'était brutal. Là, on a changé, on est dans une ère de communication, donc on ne peut plus faire ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus efficace. On influence. Hein, c'est ce que les Américains appellent le soft power. Donc, on passe, on contourne. Je ne veux pas ennuyer un peu les dames qui sont ici, mais enfin, c'est plutôt des techniques féminines par rapport aux techniques masculines. Les techniques masculines, c'est comme ça. Voilà. Les techniques féminines, c'est non mais attendez, est-ce que vous êtes sûr que... Comment? Tu dis c'est bourrin, comme ça te réconcilie avec le Liban. Très bien, voilà. Les hommes, c'est bourrin. Et les femmes, c'est manipulateur. Ça va comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. Bien, donc là, je pense avoir démontré que les médias, actuellement, hein, je ne parle pas d'un média en particulier, les médias jouaient sur l'arme économique qui était antidémocratique et illégitime. Et alors la troisième arme, c'est une arme tout aussi importante, c'est l'arme politique, parce que, et là encore, ça fonctionne sur l'influence, cette télévision, qui est devenue le summum des médias actuels, qui concentre, je crois que je lisais la dernière, on est passé à 3h44 en moyenne par jour d'audience télévisuelle. Pour chaque Français, en moyenne. Hein. Bon. Je ne sais pas qui d'entre vous n'a pas de télévision. On est deux. Bon. Vous l'avez?
Bon, vous n'en voulez pas. On est 3, voilà, on est quand même en minorité, et pourtant vous êtes un public éclairé. Donc la télévision est rentrée dans les foyers sans vraiment qu'on s'en rende compte, très rapidement. Dans les années 60, quasiment tout le monde s'est équipé. On a aujourd'hui plusieurs télévisions par foyer. Or, c'est un facteur terrible en termes de santé, en termes d'isolement social. Alors, tout le monde dit non, mais la télévision, ça permet de nous mettre ensemble, de faire connaissance, etc. C'est tout à fait faux. Ce genre de réunion permet de faire connaissance, parce qu'on n'est pas devant notre télévision, justement. La télévision, c'est quoi? On l'oublie, mais on est seul derrière son écran. Où on est éventuellement avec sa femme et son chien et ses enfants, mais on ne discute pas avec eux, puisqu'on est pris par l'écran. Alors, c'est le moment où je vous parle de ce livre-là, voilà, qui pour moi, est fondamental. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai déjà donné une autre conférence quasiment consacrée uniquement à ce livre, mais il s'appelle TV Lobotomie. Plus haut. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, déjà. Il a été écrit par un directeur de recherche à l'INSERM, qui s'appelle Michel Desmurget, que j'ai interviewé 2h15, qui est absolument fondamental, parce que pour la première fois, il a fait un travail qui lui a pris 4 ans, et dans lequel il démontre que la télévision tue. Voilà. Si vous voulez résumer ça en 2 mots, en 3 mots, la télévision tue. Hein, comme on voit sur les paquets de cigarettes, la cigarette tue. Là, la télévision tue. Alors pourquoi elle tue? Ben, ça serait trop long, je vous renvoie à son livre, mais il a 1200 références dans la bibliographie. Donc en fait, il a fait cette compilation, en tant que directeur de recherche, de 1200 études qui démontrent toutes que la télévision est nocive et délétère pour X raisons. Ça peut être d'encourager les avortements juvéniles, l'isolement social. Alors, pour les enfants, ça c'est peut-être le plus grave, c'est que plus vous regardez la télévision quand vous êtes un enfant, plus vous avez de risques de devenir bête, de ne pas avoir d'attention à l'école, dû à un manque de sommeil, etc. Donc, je vous lis juste la première phrase. Sophie, 2 ans, regarde la télé 1 heure par jour, cela double ses chances de présenter des troubles attentionnels en grandissant. Et tout ça, c'est scientifiquement démontré à chaque fois. Lubin, 3 ans, regarde la télé 2 heures par jour, cela triple ses chances d'être en surpoids. Kevin, 4 ans, regarde des programmes jeunesse violents comme Dragon Ball Z, cela quadruple ses chances de présenter des troubles du comportement quand il sera à l'école primaire. Et quand vous... Oui. Il y a eu quand même, tu critiquais tout à l'heure Télérama, Le Monde, il y a eu une très très grosse étude qui a été faite sur le Télérama il n'y a pas très longtemps qui traitait de ça, exactement ce sujet. Alors, exact. Parfois ça quand même... Je ne suis pas dans le manichéisme, en tout cas j'espère pas l'être, et merci pour ta question, parce que je ne veux pas mettre tous les journalistes dans le même sac, par exemple. Il y a des bons journalistes, hein, il y a des bons médias aussi. Moi j'en fais un. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là n'est quasiment pas passé à la télévision. Or, c'était là qu'il devait passer. C'était pas à Télérama, même si Télérama c'est très bien. Mais on attend que ce livre-là soit aux 20h de TF1 ou de France 2, enfin plutôt la télévision publique. Or, il n'en a rien été. Il est passé, il nous a expliqué. Moi, je croyais qu'il n'était pas du tout passé à la télévision, mais il a dû passer quelques minutes dans différentes émissions. Bon. C'est pas à la hauteur de l'enjeu. Là, on est devant un cas de... un peu comme l'amiante puissance 10, puisque finalement vous augmentez votre consommation de tabagisme, d'alcool, je citais les avortements juvéniles, il y aurait une liste extrêmement longue. Uniquement avec la télévision, vous augmentez tous ces risques, y compris pour les enfants. Donc il suffirait de réduire la consommation de télévision, de gré ou de force, je dirais, pour que toutes ces causes-là soient résorbées en partie. Or, le pouvoir politique n'en fait rien parce que, justement, et c'est ce que je vous explique là, pour le pouvoir politique, la télévision est une arme. Alors, c'est une arme de décérébration. C'est toujours plus facile de faire voter les gens pour ce qu'on veut quand ils sont décérébrés, parce que quand ils arrivent fatigués, ça nous est tous arrivé, hein, je ne jette pas la pierre, moi le premier d'ailleurs, mais on se met dans la télévision et puis c'est tout, on appuie sur le bouton et on devient des larves, bon, au lieu de faire comme ce soir. Et de faire connaissance, finalement on passe à côté de sa vie, parce que une des études que cite Michel Desmurget, c'est qu'en regardant 3 heures la télévision par jour, on passe 16 ans de sa vie devant le poste. Tout simplement. Donc là, de sa vie éveillée. 21 ans si vous calculez. Donc c'est de la folie, on perd sa vie. Et ça arrange bien le politique, parce que en plus le politique se base sur l'image aujourd'hui beaucoup plus que sur la raison. Ce que je dis souvent, c'est que l'écran résonne avec un « et », alors que l'écrit résonne avec un « AI ».
Parce que les gens, si vous voulez les tirer vers le haut, il faut les faire raisonner et non pas les enfermer dans l'image et l'apparence. Mais tout ça est lié. Donc, vous avez une décérébration, une monopolisation du temps. Quand on voit Sarkozy sur tous les écrans, forcément, on sait qu'il est là, on a l'impression qu'il agit, et puis on regarde plus ses résultats, qui sont forcément uniquement ce qui compte. C'est un phénomène de dépendance, d'assistanat, et tout ça entraîne la société dans un sens qu'elle n'a pas du tout choisi. Personne n'a voté pour ça. Vous avez là l'influence d'une technologie, et alors il explique que c'est même pas les contenus, parce que certains vont dire, oui, mais il y a Arte. J'attendais peut-être la question, mais je parle peut-être trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, alors je fais les questions en même temps. Donc certains vont me dire, il y a Arte. Très bien. Et alors tout le monde se gargarise avec Arte, sauf que quand on regarde les courbes d'audience d'Arte, bah, c'est 1%. Et quand on regarde DSK qui passe pour parler de ce qui lui est arrivé au journal de TF1, ça fait 13 millions. Est-ce que ça vient pas tout simplement de l'intérêt du consommateur télévisuel où c'est vrai qu'on n'a plus vraiment l'habitude de s'intéresser. Tout à l'heure, tu parlais des émissions littéraires, et il y a une émission qui est très bien faite, à mon sens. Je ne suis pas une experte en la matière, mais il y a La Grande Librairie. Oui. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui redonne un peu d'énergie justement au monde littéraire. Et que personne ne regarde. Et que je suis le 1%. Personne, voilà, c'est 1%. C'est français. Mais du coup, est-ce que ça vient pas juste les consommateurs sont un petit peu dirigés, tu penses, vers la rue de la fortune, le grand journal, et pourquoi? Alors pourquoi? C'est parce que, d'après ce qu'il explique, moi j'ai mon interprétation là-dessus aussi, mais elle converge, c'est que la télévision n'est pas un média d'information, parce que c'est l'image. Donc c'est un média d'infotainment, comme ils disent, c'est-à-dire quand il y a de l'information, parce qu'il y a de l'information, c'est automatiquement lié avec du divertissement. Et j'ai même étudié dans mon premier livre, Ils ont tué la télé publique, qu'Ardisson, en bon publicitaire qu'il est, faisait passer des idées contraires à celles qu'il prétendait faire passer. Donc c'est très vicieux, parce que voilà, la science a beaucoup évolué en termes de psychologie sociale, donc on sait maintenant comment manipuler les foules. Et alors imaginez-vous, si vous êtes déjà passé à la télévision, ça m'est arrivé une seule fois sur une petite chaîne, ben je parlais en même temps à 50 000 personnes. Vous imaginez, là je parle on est 20, 15, 20. Vous imaginez parler à 50 000 personnes, mais ça c'est rien en télévision, c'est le plus bas qu'on puisse faire. Moi j'étais passé sur France O, bon, puis j'y passerai plus parce que j'avais critiqué la télévision à la télévision, ce qui est absolument suicidaire. Mais c'était mon but, je vais jusqu'au bout de mes idées. Mais alors imaginez celui qui passe à TF1 aux 20h, il parle à 10 millions de personnes d'un coup comme ça. Bon. Donc l'influence là est complètement déraisonnable. Là on est très loin du local qu'on appelle pour beaucoup de nos voeux. Et du coup, je ne me rappelle plus de la question exacte, mais... Pourquoi Est-ce que c'est orienté? Est-ce qu'encore une fois, c'est les médias qui orientent le consommateur télévisuel à vouloir que du divertissement, et finalement s'affaler dans son canapé le soir en rentrant du boulot, et lui le gaver de choses où on ne réfléchit pas, plutôt que... Ah ouais, oui, c'est moi. Donc, c'est quoi? C'est les médias, ou est-ce que c'est pas un petit peu politique aussi, quand même, d'éviter certaines informations Alors l'analyse de Michel Desmurget, lui, il dit c'est même pas le contenu qui est en cause, c'est le contenant. C'est-à-dire le média en lui-même, c'est ce que je disais, c'est l'image, donc on ne peut pas faire de la réflexion avec de l'image. Parce qu'on est forcément bloqué par les apparences, on est comme le serpent avec ses yeux qui tournent, on est obnubilé. Moi, mon interprétation, c'est plus du domaine de la facilité. Quand vous avez un escalier et un ascenseur, vous prenez l'ascenseur. C'est la facilité. Et puis, quand l'ascenseur tombe en panne, vous ne vous posez même pas la question, vous prenez l'escalier, parce qu'il faut que vous ayez chez vous. Ça veut dire que l'ascenseur vous pousse à être flemmard. Vous n'allez pas mettre en cause l'ascenseur, puisqu'il vous apporte un bien-être. La télévision, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas la télévision, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils écoutaient la radio. Puis quand il n'y avait pas la radio, ils lisaient. Voilà. Et en fait, on s'est éloigné du livre avec le passage de l'écrit à l'écran, et donc on s'est éloigné de la raison aussi. Et on baigne aujourd'hui dans ce monde de l'image, et c'est très difficile. Il faut, je pense, c'est un des combats du monde à venir, il faut que l'être humain comprenne que s'il continue sur cette pente, qui est naturelle, il va mourir. Parce qu'il va devenir bête, mais vraiment, parce que ça, il ne faut pas beaucoup de générations. Quand on voit un enfant qui naît dans le domaine de la télévision,
moi, par exemple, j'ai eu cette chance de faire un sevrage de 18 à 25 ans, mais de 0 à 18 ans, mes parents allaient à la télévision, mais pour eux, c'était bien d'ailleurs, parce qu'ils ne voient pas le mal qu'il y a à ça. Et donc, il y a une œuvre de pédagogie, là, ce que je suis en train de faire, et ce qu'a fait Michel Desmurget, il faudrait le prolonger par une association, quasiment une ONG, parce qu'on est dans... C'est les enfants dont il s'agit, là, c'est pas... les adultes encore, bon, on pourrait dire, mais ils ont choisi. Mais là, on est dans les anciennes générations. La télévision existe depuis 50 ans, là, il y a des enfants qui sont nés, ça fait partie de ma génération, qui sont nés avec la télévision. Et là, comme par hasard, on voit que le niveau s'effondre. Et on met en cause l'école, toujours l'école, voire l'immigration, voire d'autres causes. Mais jamais, vous avez remarqué, on n'a jamais mis en cause... Voilà, on ne touche pas. Pourquoi? Pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et alors, il y a un phénomène de lavage de cerveau aussi qui est très important. C'est que vous avez... Bon, la publicité, on la connaît. Vous avez une répétition qui est... Les images du 11 septembre, bon, combien de fois vous les avez vues? Je ne sais pas si vous avez compté. Bon, trop, ça c'est sûr. Mais des centaines de fois, on les a vues, ces images-là. Qu'est-ce qu'elles apportent? Rien. Sauf de l'émotion. Vous dire, ah, le terroriste, c'est mal. Super, ça, on ne le savait pas. Et finalement, ça nous détourne. Ce que Bourdieu appelait les faits divers qui font diversion. Bon, là, c'est un énorme fait divers. Hein, c'est évidemment un fait de civilisation. Mais ça nous détourne de beaucoup de choses. Parce qu'il suffit qu'on le voit une fois, peut-être 2 ou 10, je ne sais pas. Mais des centaines de fois, là, ça en devient l'overdose. Et comme vous le savez, l'overdose est un mauvais médicament, a priori. Hein, donc, il ne faut pas en abuser. Donc, il y a un phénomène de lavage de cerveau sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est là où on est dans la manipulation et dans l'arme politique. Vous savez, cette expression, vous connaissez spin doctors, hein, c'est conseiller des princes. C'est leur boulot. Je vous renvoie à des films avec De Niro notamment, Wag the Dog et Dustin Hoffman, qui expliquaient comment monter une guerre de zéro à partir de la télévision. Vous allez monter une guerre en montrant dans un pays fictif, bon, c'était pour le scénario, que à tel endroit, il y a des petits-enfants qui se font tuer par... Et tout était faux, tout était monté. Et ça, c'était pour critiquer la guerre en Irak, je pense. Ou au moins que ce soit le bombardement de la Serbie par l'OTAN. Enfin, en tout cas, on est dans des phénomènes très poussés de psychologie sociale et d'influence des masses. Et il faut revenir à la raison, tout simplement. Et alors, un autre phénomène qui est là assez caché, parce que le citoyen lambda n'y fait pas forcément attention, mais en tant que journaliste, on est beaucoup plus au fait de ça, théoriquement, c'est le rôle de l'AFP. Et ce rôle de conformisme absolu, parce qu'il faut bien se dire que 80% de l'information que vous lisez dans les journaux aujourd'hui, si ce n'est plus, vient de l'AFP. Hein, moi, j'en ai fait l'expérience personnelle. J'ai un auteur qui s'appelait Dominique Zardi. Vous connaissez peut-être cet acteur de cinéma qui a joué dans 650 films, qui est un troisième couteau, voire un second couteau très, très connu. Et j'étais son éditeur, donc un jour il meurt. Et puis je suis le premier à l'apprendre. Donc j'informe comme ça, Europe 1, le téléphone rouge, je ne sais plus qui, le Figaro, Dominique Zardi est mort, voilà. Pas de réponse. Et puis il me vient, tiens, donc ça dure 2-3 jours quand même. Et puis il n'y a rien dans la presse, évidemment. Et puis il me vient une idée, tiens, je vais appeler l'AFP. Bon. Et là, effectivement, je tombe sur un journaliste qui me dit, ah bon, ah oui, je connaissais Dominique Zardi. Bon. Si j'étais tombé sur quelqu'un qui n'avait pas connu Dominique Zardi, bon, il ne se serait peut-être rien passé. Ah oui, je connais Dominique Zardi, ah bon, il est mort, mais quand, etc. Et hop, c'est parti. Et là, j'ai vu 200 médias, 200, reprendre la dépêche de l'AFP. Dominique Zardi, donc vous aviez ça sur tous les sites internet, dans le monde, etc. Les gars, ils reproduisent. 20 minutes, j'en parle même pas, c'est leur business model de reproduire. Donc vous imaginez la puissance de feu, et sachant que l'AFP dépend de l'État, hein, dépend des subventions de l'État, voire même déficitaires, vous avez là des gens politiques, hein, là on parle politique, qui sont au sommet de l'État et qui peuvent influencer ce média un peu comme ils le veulent. Voilà. Donc pour conclure, j'ai lancé, alors malheureusement il n'y a pas de trace de ça, parce qu'on a revu l'ami qui avait filmé ça il y a 10 ans, et dont la caméra s'était enrayée à ce moment-là, mais enfin j'avais fait une déclaration il y a 10 ans, à Dauphine, pendant une conférence, et j'avais dit il faut déclarer son indépendance médiatique. Il faut que les citoyens déclarent leur indépendance médiatique. Et pourquoi ? Parce que d'une part, il y a Internet, et ça nous permet de créer notre propre média. Et ça, je l'avais vu très tôt, c'est qu'Internet a un point radicalement différent des autres médias, c'est qu'il permet non seulement de recevoir, mais aussi d'émettre. Et quand vous pouvez émettre votre information,
sur un plan d'égalité, parce qu'évidemment, il y a les courriers des lecteurs, on me dira, il y a les interventions des auditeurs à la radio, etc. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vous qui maîtrisez entièrement le discours que vous voulez faire passer. Et ça veut dire que vous n'êtes plus dépendant d'autres, en l'occurrence les journalistes professionnels, pour dire ce qui est et ce qui n'est pas. Et ça veut dire que les médias, jusque-là, occupaient une place de monopole de l'information, donc de la réalité. Et désormais, on peut dire, non, c'est pas comme ça. Il y a une autre réalité, voire même la vraie réalité, voilà laquelle elle est. Elle est beaucoup plus complexe que celle que vous donnez. Elle est beaucoup plus intéressante souvent, parce que ça j'aurais pu en parler, mais enfin toute la violence qu'on nous sert à longueur de temps, notamment dans les JT, etc., tout ça est voulu aussi par le pouvoir politique pour mieux manipuler derrière. Non, ça ne nous convient pas. En tant qu'être humain, ça ne nous convient pas. En tant que consommateur, bon, on ne parlera pas de grossièreté, mais enfin, oui, ça peut nous convenir. On reçoit de l'information, et puis ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, on vote, il ne se passe rien, etc. Ça, c'est un cycle. Maintenant, en tant qu'être humain, maître de sa destinée, à commencer par sa destinée personnelle, on veut savoir. Il y a la nourriture qu'on mange, ça c'est normal qu'on puisse la tracer, maintenant c'est une demande qui vient de plus en plus. Et par ailleurs, l'information, on veut savoir d'où elle vient, on veut savoir... j'ai interviewé récemment Philippe Simoneau, qui était un journaliste qui avait travaillé au Monde, qui s'est fait virer comme ça, et qui a commis un livre en 77, et qui avait expliqué que la seule information vraie est l'information volée. Bon. Ça fait réfléchir quand même, parce que j'y avais jamais pensé, mais en effet... toute information est orientée par celui qui la lance. Pourquoi est-ce qu'il y a des informations qui arrivent dans l'espace public comme ça ? Parce qu'il y a des lobbyistes qui travaillent pour ça, il y a des agences de communication, il y a des hommes politiques, il y a des intérêts, commerciaux ou pas. Gramsci dirait la domination intellectuelle et culturelle. Donc tout cela fait qu'il faut prendre conscience que maintenant on a la capacité de prendre cette liberté, parce que la liberté elle se prend, elle ne se donne pas. Et moi, je milite depuis une dizaine d'années pour que les gens prennent conscience qu'avec Internet, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour créer un site Internet. Maintenant, avec les blogs, vous en ouvrez un comme ça. Et certains ont beaucoup plus d'audience, voire autant d'audience que certaines émissions de télévision. Un blog unique, avec une personne unique derrière. Oui, justement, en fait, là, il y a 2 jours, on a fait chez OpenUp un événement sur justement l'utilisation des médias sociaux virtuels pour développer son activité. Et il y avait 2 blogueurs qui évoquait notamment le poids des blogs pour les annonceurs qui, en fait, bizarrement, sont exactement dans une situation inverse, puisque comme l'information les dépasse, ils sont obligés eux-mêmes de courtiser les blogueurs qui sont entièrement libres de leurs informations pour pouvoir essayer de garder une mainmise qu'ils n'ont plus. Voilà. Oui, parce que le rapport de force est évidemment, comme dans le cas de la publicité dont je parlais tout à l'heure, en faveur des plus grosses marques. Mais alors, il y a des blogueurs, malheureusement, et ça c'est obligatoire, qui se font acheter. Voilà, mais il y a déjà un système qui est rentré, puisqu'ils ont mis en place un système d'awards sur les blogs. Le blog cuisine, le blog machin, et ça c'est médiatisé, c'est sponsorisé. Voilà, donc on rentre déjà dans une dictature de mainmise sur les blogs. Quoi. Alors, je ne parlerai pas de dictature, parce que pour moi, là, il y a une possibilité de contrer. Voilà. Quand vous aviez la télévision, vous n'aviez qu'une possibilité, c'était de l'éteindre éventuellement. Enfin, aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la contre-information et toucher des publics larges. Mais si tu as une grosse enseigne telle que Areva qui va sponsoriser ou financer ou se mettre en partenariat avec tel ou tel blog qui traite d'un sujet particulier, peut-être que là, la liberté... sur ce blog-là, il n'y aura plus de liberté, mais d'autres blogs pourront se créer pour le dénoncer, par exemple. Et pour diffuser leur propre information. Là, il y a, en ce moment, il y a énormément de polémiques sur le net, sur tout type de sujets. Moi, j'ai interviewé des gens qui lancent un pacte 2012 pour la justice, l'Institut pour la justice. Voilà. Alors, un gros blog d'un avocat qui reste sous pseudonyme, qui s'appelle Maître Eolas, a mis en cause ce pacte, en disant, voilà, il est mauvais pour telle et telle raison. L'IPJ, l'Institut pour la justice, a répondu, et tout ça est public. Donc on peut aller à chaque fois aux arguments et se faire sa propre opinion. Et ça, c'est fondamental dans la démocratie et dans l'esprit critique. Et les médias précédents étaient verticaux,
Et Internet est horizontal. On passe des pyramides de pouvoir au réseau de savoir. Ça, c'était le titre d'un rapport du sénateur Tréguet de Lyon en 97 déjà. Vous voyez, ça on le sait. Bon, mais avec un bémol qui est que Internet fonctionne sur le référencement, que le référencement aujourd'hui, malheureusement, on pense tous qu'il n'y a que Google, ou essentiellement Google pour pouvoir être référencé, et donc joue avec la dictature exercée par le moteur de recherche pour pouvoir y rentrer et donc mettre les bons mots-clés. Enquête et débat, par exemple, arrive quasiment au début. On met enquête, on met débat, très vite on remonte. Donc, mais il faut connaître un certain nombre d'astuces pour essayer de contourner cet autre, parce que c'est un frein, c'est un énorme frein. À la rigueur, il y a d'autres moteurs de recherche. Je pense par exemple à Copernic, qui est beaucoup moins connu, mais qui est un moteur de recherche qui permet d'éviter justement une autre dictature, parce que on y arrive, hein. On y arrive aussi. Je dirais que tant que Internet est Internet, il ne peut plus y avoir de dictature. Sauf si nous, on l'accepte. Parce que finalement, la dictature repose sur l'acceptation des citoyens. Sinon, il y a une révolution. Mais souvent, les citoyens n'ont pas les moyens de créer l'effet de levier. Le fameux effet de levier, là, on l'a. Et c'est Internet, il n'y en a pas 36 000. Donc, ce que tu dis est vrai, c'est pas simple. Google, mais finalement Google, ça ne m'apparaît pas être une dictature en soi, puisque il est basé sur des critères objectifs. C'est-à-dire qu'on trouve plus facilement un site qui correspond à sa recherche. Donc finalement, si on cherche quelque chose si on tape nucléaire, je ne suis pas sûr que ce soit Areva qui squatte les premières places. Il doit y avoir d'autres sites contestataires. Tu connais un peu le sujet ? Oui, je ne suis pas sûre que Areva ne puisse pas des liens sponsorisés, par exemple, les commerciaux. Oui, mais ça, c'est les liens commerciaux. Mais après, il y a tout le référencement naturel. Oui, bien sûr, mais c'est quand même ta première réponse. Non, alors les liens les plus cliqués sont les liens de référencement naturel, c'est-à-dire la partie gauche. Non, bien sûr, mais tu as les deux liens commerciaux qui viennent avant. Voilà, oui, le consommateur averti va savoir que le consommateur moins averti, il y en a énormément qui utilisent Internet et qui finalement ne maîtrisent pas, la plupart d'entre nous, je peux dire quand même. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que Internet ne suffit pas, il faut des êtres humains derrière. Ah, bah ça c'est dommage. Comme tous les outils. Mais au moins, c'est un outil qui est citoyen, pour utiliser une expression commune. Et donc, si les gens qui sont de bonne volonté au départ arrivent à en convaincre d'autres et à les informer, à faire de la pédagogie, à travers Internet ou pas, je veux dire, bouche à oreille, ça marche toujours, et l'être humain, après, c'est à lui de décider, comme pour beaucoup de choix dans l'histoire de l'humanité, ça sera à lui de décider s'il souhaite rester humain ou s'il veut se conformer à un moule pour tous. Voilà. Parce que l'humain, il est d'abord individuel, et ensuite c'est une famille, etc. Je ne fais pas le dessin. Donc ça dépend de lui. Et alors ma conclusion, c'était que pourquoi une déclaration d'indépendance médiatique? Ça peut paraître une grande expression, mais finalement les Américains qui ont fait leur déclaration d'indépendance l'avaient fait parce qu'ils étaient opprimés par les Anglais à l'époque. Et donc ils ont voulu sortir de ce carcan qui leur était imposé, et que, à l'instar des Américains, aujourd'hui il faut que nous-mêmes nous déclarions notre indépendance, mais c'est une indépendance du premier pouvoir qui a pris ce pouvoir de manière illégitime, et c'est le pouvoir médiatique. Voilà, moi j'ai terminé, mais je suis ravi de prendre vos questions si vous en avez. Est-ce que tu veux voir Oui, j'ai trop parlé, c'est ça? Voilà. Oui. Mais moi j'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le journal de 20h et par exemple les questions qui sont posées au président de la République, en l'occurrence je pense à Obama et Sarkozy qui ont été interviewés récemment par deux journalistes, France 2 et TF1 si je ne m'abuse. Et tu parlais aussi de la dictature donc de PPDA ou de Pernod, etc. Qui vont poser des questions parce qu'ils sont la référence. Où est en fait la place de la politique, comment savoir vraiment qui pose les questions? Parce que c'est pas Pernod, c'est pas PPDA qui pose la question. C'est pas lui personnellement, c'est tout un comité de rédaction qui est lui-même chapeauté par telle ou telle personne, peut-être des actionnaires, peut-être finalement l'Élysée elle-même. Est-ce qu'on peut aller aussi loin? Bon, je ne pense pas qu'on puisse savoir, malheureusement, parce qu'on ne peut pas être dans la tête des journalistes et on ne peut pas savoir, à moins de l'enregistrer comme l'avait fait Mediapart sur une autre affaire,
d'enregistrer, mais ce genre de choses, ils ne le disent pas forcément. C'est pas aussi clair, c'est souvent des manipulations inconscientes. Bon, en fait, vraiment la conclusion de tout ça, c'est que c'est de la manipulation et ensuite à nous d'aller chercher. Eh ben, moi je dirais, sur ce cas précis, le but c'est que ce soit les citoyens qui puissent poser les questions aux hommes politiques. Et donc on pourrait leur poser par exemple les questions que se posent le plus les citoyens. Ce serait déjà un début. Après, on pourrait avoir des vrais experts sur des questions vraiment dérangeantes. Il y en a tellement. Et après, je veux dire, moi, mon idée, celle que je développe en conclusion de mon livre Ils ont tué la télé publique, c'est qu'il faudrait déjà remettre de l'ordre dans ce service public, parce que le privé, bon, après tout, moi, j'en veux pas trop à Lelay quand il dit qu'il faut faire du temps de cerveau disponible. Hein, il est sincère. Donc, moi, je préfère les gens sincères. Donc, s'il peut faire fuir des téléspectateurs, tant mieux. Et d'ailleurs, il en a fait fuir un certain nombre, mais d'autres restent à regarder TF1, libre à eux, à la limite. Mais le service public, c'est autre chose, parce que tout le monde le finance. Donc là, moi, j'appelle de mes voeux à la privatisation, déjà pour récupérer de l'argent de France 2, qui est une copie de TF1, donc ça ne sert à rien d'avoir la même chose financée par les citoyens, et de recentrer France 3 sur des véritables missions de service public, voilà, qui ne font plus aujourd'hui. Il y a même un certain nombre de journalistes à France 3, alors là ça va hurler dans les rédactions, mais qui sont en doublon. Moi on m'a raconté tout un tas d'anecdotes sur des événements qui se passent à un endroit de France, et là vous avez 10 journalistes de France 3 qui couvrent. Alors on se dit mais pourquoi 10 Il suffirait qu'il y ait un pool d'images et puis ils prennent l'image. Non, parce que chacun doit justifier son salaire. Donc il vient, puis il fait une image un peu avec un angle un tout petit peu différent, soit visuel, soit dans la présentation. Mais ça ne justifie pas qu'on paye des journalistes comme ça. Donc ces journalistes-là seraient mieux réalloués à d'autres missions, notamment, et c'est ça que j'appelle de mes voeux, il faudrait que France 3 ait une mission très importante de critique média, indépendante, avec les moyens de le faire, parce que ça coûte très cher. Nous, on le fait à notre petit niveau, sur Enquête et Débat, mais c'est énorme, quoi. Là, si vous aviez l'État, vraiment, ça je pense que c'est une mission de service public, de critique média, c'est-à-dire faire ce fameux contre-pouvoir dont je parlais tout à l'heure, qui n'existe pas. Alors ça, il n'y a que l'État qui peut le faire, selon moi. Et c'est possible ? Ben oui, si le politique le veut. Et là, le politique, justement, pourrait non seulement se dédouaner, mais en plus avoir de son côté une force importante pour que le monde, TF1 et les autres, arrêtent de cracher sur eux à longueur de temps, ou les manipulent, ou ce que vous voulez, et qu'on sache vraiment ce qu'il en est. En fait, moi, ma question, c'est où commence la manipulation, en fait ? Alors selon Philippe Simoneau, toute information non volée est de la manipulation. Donc déjà, c'est considérable. Moi, j'irai pas jusque-là quand même, parce que je pense que nous, on organise des débats, par exemple, sur Enquête et Débat. Là, on a de l'information que je pense honnête, et on a juste 2 intervenants, parce que ça, j'aurais pu en parler aussi. Certains me disent, oui, mais TADI, c'est génial. TADI, c'est pas de la manipulation, parce que là, il y a beaucoup d'intervenants, ils ont le temps de finir leurs phrases, etc. etc. Oui, sauf que le système de débat de TADI, c'est d'avoir un maximum d'intervenants pour que chacun n'ait que 3 minutes de temps de parole réel. Nous, on organise des débats avec seulement 2 personnes, sans animateur, parce qu'on dit TADI ne parle pas beaucoup. Nous, ça serait mieux qu'il ne parle pas du tout, on n'a pas besoin de lui. Donc les 2 intervenants sur un sujet dont ils sont maîtres pourraient se répartir la parole entre eux, et nous, on a fait une 40aine de débats sur ce mode-là. Ça s'appelle échec et maths, parce qu'on a une pendule d'échecs, et puis ils se répartissent la parole. Et on a une égalité de temps de parole. Donc c'est un cadre neutre, il n'y a pas besoin de Jean Robin ou d'Enquête et Débat, tout le monde peut le faire, je vous invite à le faire, vous placez votre caméra, mettez 2 personnes compétentes sur un sujet, c'est parti, et ils discutent une demi-heure ou 2 heures. Mais au moins ils font le tour du sujet. Et là, on ressort de là informés, parce qu'ils ont chacun eu le temps d'aller jusqu'au bout de leur réflexion, ce qu'on ne voit jamais à la télévision. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors sur la manipulation, où commence la manipulation ? C'est surtout les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc il faut toujours rester en tant que citoyen avec l'esprit éveillé, se dire, bon, je reçois telle information, elle joue sur mon émotion, je le sais, parce que c'est comme ça. Donc, qu'en est-il de ma raison ? Est-ce que je dois prendre pour argent comptant le fait qu'on me dise que Ben Laden est mort, par exemple ? Je dis ça à voisin. Allons-y, regardons les différentes sources. Mais alors après, le problème, c'est que c'est un travail qui prend du temps, de l'énergie, etc. Donc, théoriquement, c'est aux journalistes de faire ce boulot. Mais ils ne le font pas. Oui, donc voilà, on en revient au service public de critique média. Parce que la critique média, c'est fondamental. Ça définit la réalité. Vous imaginez,
il faudrait que tous ces journalistes de France 3 qui servent à rien, parce que quand vous avez une grande personnalité, même du cinéma ou autre, qui arrive, vous avez immédiatement une meute de 100 journalistes qui lui sautent dessus pour avoir sa parole, mais ils vont tous reproduire la même chose, ces gens-là. Alors que s'ils faisaient un travail d'enquête sur de la source publique, je veux dire la télé, tout ça est vérifiable. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, il vous suffit, c'est du travail, mais voilà, ça coûte cher. Pas forcément d'ailleurs, enfin, ça prend du temps, mais il faut trouver des gens compétents pour le faire, et c'est ce que j'appelle le métier. Mais justement, pour élargir, moi je trouve personnellement, enfin, au niveau simple d'une toute petite structure comme par exemple Open que la façon dont les journalistes travaillent, c'est très curieux parce qu'on voit apparaître des articles sur des très grands médias, en tout cas localement très lus, à 50, 60, 100 000 exemplaires. Des informations qui ont été juste digérées à partir d'un dossier de presse, sans aucun déplacement, aucune analyse, rien d'autre que la voix de son maître. Et je trouve que je ne vois pas, au niveau des études du journalisme aujourd'hui, qui sont quand même longues, c'est pas du tout un métier facile. C'est pas 2 ans après bac, on se dit voilà. Donc toutes ces études pour faire quoi? Du plagiat? Du plagiat. Ouais. Du copier-coller, enfin vraiment pour le dossier de presse, en l'occurrence, moi qui travaille dans la communication m'a appris à faire un dossier de presse en me disant le journaliste va faire un copier-coller des informations que tu lui donnes. Donc essaie d'écrire même ton dossier de presse avec un style journalistique. Donc est-ce qu'il déjà ce qu'on sait peu, vous avez un pourcentage qui n'a jamais été chiffré, mais d'articles que vous lisez dans la presse, y compris la presse dite de qualité, qui ont été écrites par les auteurs des livres sur les questions concernées. Vous imaginez? Vous lisez ça sous la plume de machin, mais ça rejoint après le plagiat qui est effectivement généralisé. C'est feignant, les journalistes avant. Les journalistes sont-ils feignants? Oui. Oui. Mais disons qu'ils veulent pas d'ennui. Non, ils ont besoin de manger, en fait, ils sont dans un système de privation de liberté lié au fait qu'il y en a beaucoup et qu'il y a pas d'argent. Voilà, mais ils l'alimentent, donc ils en sont responsables aussi. C'est un peu... Ah si, globalement, le journaliste, en fait, a beaucoup d'avantages. Ça, on n'en a pas parlé, mais enfin, quand vous arrivez en ville et vous dites « je suis journaliste », généralement, on vous réserve la meilleure table, surtout si vous êtes un journaliste d'un grand média. Vous avez énormément de privilèges qui sont liés à cette fonction, de manière totalement indue. C'est-à-dire que ce sont les nouveaux maîtres. Alors, si vous passez régulièrement à la télévision ou autre, nous, on a fait une étude avec ceux qui passent le plus à la télévision. On ne sait pas trop pourquoi. Alors là aussi, ça rejoint la manipulation. Est-ce que c'est le pouvoir? On ne sait plus qui dirige entre les banques, les médias, etc. Mais malgré tout, les gens, proportionnellement, plus vous êtes médiatisé, plus vous avez d'influence. Donc même si vous êtes manipulé, vous-même, vous pouvez jouer un rôle sur les choses. Voilà. Donc c'est ça. Alors, soit on rentre dans une logique où on développe une contre-médiatisation. C'est-à-dire que moi, par exemple, on me croise dans la rue, pas Aix-en-Provence aujourd'hui, mais enfin, souvent à Paris, on me reconnaît, notamment les jeunes générations, enfin de plus en plus, disons. Je ne suis pas Alain Delon, mais voilà. Et donc, les gens que j'interviewe, le but, c'est d'interviewer des gens peu connus, qui ne passent jamais dans les médias, qui sont exclus pour X raisons, parce que le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure, et ces gens-là vont pouvoir un peu émerger. Et pour l'instant, c'est le début, on s'y met. Ah oui. Alors la conclusion, c'est peut-être celle-là, c'est que les gens doivent comprendre aussi qu'ils ont les médias qui méritent. Comme ils ont la société en général qui mérite. Donc, ça commence au niveau individuel, puis après ça se relève. Donc si les gens sont prêts à manger du McDo tous les jours, si on leur donnait gratuit par exemple. Bon. Il y a un certain nombre de gens, je suis sûr, qui en mangeraient matin, midi et soir. Bon, oui, on peut manger un matin au McDo, ça je savais pas. C'est la fille. Oui, alors c'est sûr. En plus, on commande encore plus et tout. Mais imaginez combien d'entre vous seraient prêts à manger au McDonald's tous les jours, matin, midi et soir, s'il était gratuit? Personne. Enfin, je sais pas. C'est inhumain. Donc, vous seriez prêt à payer pour aller manger dans un bon restaurant ou acheter vos aliments, etc. Même si c'était gratuit. Les médias, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez des médias qui sont gratuits pour la plupart. La radio, on n'y pense pas, mais c'est gratuit. Ça prend un temps énorme. La télévision, pour la plupart, sont gratuites. Maintenant, il va y avoir de nouvelles chaînes de la TNT qui vont s'ajouter aux précédentes. Tout ça est gratuit. Alors, la presse n'est pas entièrement gratuite, mais enfin, elle le devient. Alors,
Oui, la redevance, mais enfin, Oui, c'est ridicule. C'est 100 €, quoi. Bon, c'est quasi gratuit. Donc, vous avez là quelque chose de gratuit, mais qui est de très faible qualité. Très, très faible qualité. Et comme aucun des candidats à la présidentielle, ni aucun parti n'a le programme que je viens de vous donner, c'est-à-dire de réforme fondamentale des médias, eh bien, il faut agir ailleurs. Et cette manière, c'est via Internet. Et nous, on s'est lancé, donc on a convaincu un certain nombre de gens de mettre de l'argent dans ce projet un peu idéaliste. Et puis, on leur a expliqué que certainement, ils ne feraient pas fortune comme ça. Mais ils étaient prêts à faire une partie de l'aventure avec nous. Et puis on a demandé, ça c'était d'un côté, pour se lancer, et puis de l'autre côté, on a demandé aux gens de nous soutenir s'ils nous lisaient régulièrement. C'est-à-dire que la lecture est gratuite, des vidéos, des textes, etc. Parce que ça c'est l'esprit Internet, mais ça n'est pas gratuit. Il y a des gens derrière qui travaillent, ça prend du temps, on se lève tard, on va loin, on prend des risques souvent. Et donc c'est un prix, mais derrière vous avez le résultat. Et ce qui est difficile à faire comprendre, c'est qu'avec Internet, comme c'est gratuit, les gens ne sont pas forcément prêts à payer, mais des fois on arrête le site et puis on leur dit, bah, voilà, si on n'a pas de temps de souscription, avant telle date, bah, on ne pourra pas recommencer. Donc là, ils comprennent et certains mettent... Donc, financer les médias qui vous plaisent et surtout aider ceux qui le méritent. Et rappelez-vous que c'est jamais les gros qui ont besoin de votre aide la plus directe. Comment là, je pense qu'on est une assistance assez en tout cas intéressée par le sujet, donc ça veut dire qu'on a à peu près conscience de tout ça, mais encore on n'a pas conscience de tout. Mais voilà, la personne lambda qui va allumer sa télévision en rentrant ce soir, oui. Comment vous lui faire prendre conscience de tout ça? Parce que vraiment, je suis certaine que je suis optimiste, mais 50% des gens ne savent pas tout ça. Ouais. Ne se posent pas la question. Et on en revient à l'éducation devant la télé depuis 50 ans où finalement on nous a appris à plus réfléchir du tout. Enfin, c'est la facilité, on réfléchit au travail et puis ensuite dans la vraie vie, entre guillemets, on arrête un petit peu de se poser des questions. Alors moi, j'ai pas répondu à tout, mais je vais essayer quand même de non, mais est-ce que c'est questions. pas ça un peu le fondement de la chose quand tu dis soutenir les médias? Oui, bien sûr, mais si on est 2% de la population à être éclairée par rapport à ce genre de problématiques, comment justement, il faut essayer de voir un petit peu plus grand pour essayer d'éclairer un max de personnes. Ouais. Et c'est peut-être d'ailleurs d'où ton idée aussi d'en parler de manière plus à l'État, directement. Voilà, alors effectivement, il y a plusieurs solutions. Déjà, sur l'optimisme, je pense qu'il faut rester optimiste quand on regarde l'histoire, parce que ce sont toujours les minorités actives qui ont fait changer les choses. C'est jamais les majorités passives. Hein. Donc ça, c'est quand même positif. Alors, il faut qu'effectivement, il y ait un certain nombre de citoyens qui soient déterminés, courageux, éclairés. Mais après, je pense qu'il faut être en phase avec nos valeurs. Et nos valeurs, c'est pas pour prendre la métaphore de Platon, de sortir de force les gens de la caverne pour les aveugler finalement, parce qu'ils ne seraient pas prêts à ce message. Donc, il faut déjà qu'on se rassemble entre nous, et il y aurait plein de choses à faire. On pourrait monter un club des sans-télé, ceux qui n'ont pas la télé, ou ceux qui ne l'aiment pas vraiment, ceux qui pensent qu'il faut en réduire la consommation. Déjà, ces gens-là se rencontreraient dans un cadre amical, humain, échangeraient, feraient des choses, pour après réfléchir à une manière de faire du lobbying sur l'État, sur les différentes chaînes. Bon. Et là, je pense qu'il pourrait se dégager des brèches, des failles sur lesquelles vraiment appuyer. Puis après, c'est toujours pareil, c'est le rapport de force en lobbying, hein, c'est l'effet de levier, le rapport de force. Et quand, dans une élection présidentielle, par exemple, on l'oublie souvent, mais c'est souvent le 1 à 2% qui fera la différence et qui basculera dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on reproche à Christiane Taubira d'avoir fait passer Le Pen au deuxième tour avec Jospin. Elle a fait 2%. Alors c'est intéressant, ça veut dire qu'à 2%, vous parlez de 2%, je parlais de 2%, on peut changer les choses. Mais je pense qu'il faut aussi mettre de côté ces a priori politiques, parce que certains sont de gauche, d'autres de droite, voire d'extrême gauche, voire d'extrême droite. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de revenir à la démocratie, de réinstaurer la démocratie. Ça passe par les médias, mais ça passe aussi par, je pense, une démocratie plus directe. Et là, il y a plein de mouvements qui sont intéressants. Ça va des indignés en France ou un peu à l'étranger, au Tea Party aux États-Unis. Et ces gens-là couvrent un peu tout le spectre politique.
mais on est d'accord pour dire qu'il y a une oligarchie, des gens qui monopolisent un peu tous les pouvoirs, y compris médiatiques, et puis il y a la base qui souffre et qui n'a pas le choix. Donc parmi cette base, il faut trouver des élites qui sont par définition peu médiatisées, voire pas du tout médiatisées, et en avant Guingamp. Le Tea Party, en l'occurrence, ça a été vachement décrié. Et donc les gens ont une image très négative. Mais ça a été décrié par qui? Par les médias? Par la presse, par les médias globalement. Parce que c'est un mouvement qui dérange. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, c'est super compliqué parce que les gens qui font partie de ces réunions de Tea Party, c'est vrai, qui ont la conviction, ils ne pourront jamais, vis-à-vis de l'opinion globale, vraiment avoir une influence Si, parce que c'est quand même très compliqué. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus écoutés qu'en France, hein. Ça c'est sûr. Leurs idées, je pense. C'est-à-dire baisser les impôts, plus de libéralisme, moins d'intervention des États-Unis à l'étranger dans les guerres, etc. Si on avait un parti comme ça en France, peut-être que c'était bien. Comment? Si on avait ce genre de choses en France, peut-être qu'on aurait plus. Voilà, mais ça va peut-être se créer. Et puis, je pense que c'est une question de volonté. Au bout d'un moment, avec la crise, avec différentes manifestations, il y a des gens... Il ne faut pas oublier le rôle de l'individu là-dedans. Je ne sais pas si le nazisme aurait pu exister sans Hitler, par exemple. Je ne sais pas. On n'en a pas la preuve, on n'en aura jamais la preuve. Mais je pense qu'un individu tout seul peut influencer énormément de monde, en bien ou en mal. Le plus gros site d'information, c'est quoi? C'est le monde.fr ou... En ligne? Non, je crois que c'est TF1.fr. Et oui, parce qu'il se reproduit les mêmes logiques d'influence et de moyens, parce que ces gens arrivent, ils mettent des dizaines de milliers de liens sponsorisés sur Google. Il y a l'attrait aussi de la vidéo qui reste aussi sur Internet. Donc c'est là où, bon, certes, à la télévision, il n'y a que de l'image, donc on ne peut être qu'enfermé. Mais sur Internet, il y a aussi de l'écrit, il y a aussi de la vidéo alternative. Donc on a le choix, là, vraiment. Et donc des gens... Mais ça, oui, pour revenir à ce que tu disais, et pour rejoindre votre question, je pense qu'il ne faut pas... il faut pas forcer des gens à leur dire qu'ils sont bêtes. Par exemple, on avait dans le train en venant, on avait une famille de 2 parents charmants, avec 2 enfants aussi, très petits, je crois, 1 an, 6 mois, 1 an, et puis l'autre 4 ans. Et comment ils occupent ces enfants? Ils mettent un film. Puis ils en font profiter tout le wagon, parce que tant qu'à faire, voilà, on avait le son et tout. Bon. Et là, je dis à ma compagne, mais j'ai envie d'aller leur montrer le livre et leur dire qu'ils font mal et que c'est mauvais pour leurs enfants et tout. Et là, ma compagne me répond, mais non, ils vont mal le prendre, parce que si tu t'insères dans leur relation parent-enfant, tu vas créer l'inverse. Et c'est ce qu'on conclut les antiracistes les plus sincères, c'est que plus ils luttaient contre le racisme de cette manière virulente et frontale, plus ils généraient de racisme. Mais comment faire passer cette information indirectement alors? Eh ben, c'est ce que je dis. Je pense que la création d'une ONG pour dénoncer le scandale sanitaire de la télévision, pour faire de la pédagogie, pour faire ce club des sans-télé et pour faire du lobbying, ça fait déjà beaucoup de choses et rassemblerait des citoyens de tous les horizons politiques, mais qui ont ce point commun de vouloir réguler la télévision et faire passer l'humanité à l'étape suivante. Parce que là, on ne se rend pas compte, on a complètement régressé avec la télévision. On pensait avoir progressé, etc. Mais avec la télévision, le niveau s'effondre, quoi. C'est affolant. Et encore une fois, c'est pas dû... la télévision a une responsabilité fondamentale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être faire circuler la parole. Madame, vous avez une question? Parce que... Vous ne croyez pas que la substitution d'Internet, c'est pas une bonne affaire non plus? Parce que vous parliez tout à l'heure de la famille installée tous les soirs devant la même télé qui les abrutit, c'est clair. Mais est-ce qu'on imagine la même famille éclatée, chacune dans une pièce avec un écran d'ordinateur, y compris pour les enfants, avec l'absence totale de contrôle? Quel est le moins pire? Alors, je ne participe pas, je partage tout à fait votre point de vue, et je trouve complètement dégoûtant quand on entend que les Français restent 3h42 devant. On se demande même si c'est possible, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui travaillent. Pour ceux qui travaillent,
Il y en a encore quelques-uns, pas beaucoup. Pour ceux qui travaillent, comment ils arrivent à accumuler sur 24 heures, 3 heures C'est ceux qui ne travaillent pas, ils ont 8 heures. Oui, vous avez raison. Bon. C'est en moyenne. Mais ils sont censés être tous devant, pour les moins riches, devant le même poste de télé. Ouais. Ah non, alors détrompez-vous, Hein? plus vous êtes riche, moins vous avez de télévision à la maison. Ça, c'est un signe quand même de... Ah, il y a encore pas mal de- Comment J'apprends que... il y a encore pas mal de familles où, bon, Disons, plus vous êtes pauvre, plus vous avez de télévision. d'accord. Mais quand même, il y a encore, j'imagine, des familles qui, avec leurs enfants d'un certain âge, à 20h regardent la grand-messe, à 20h30 regardent les films doctor. Moi, j'ai jamais vu une série de ma vie. Pour regarder la télé 30 minutes par jour. Félicitations. Encore, je regarde LCP, LCI. Ah ouais. Voilà. Vous êtes l'exception. Mais le danger derrière, c'est Internet. Alors, ça, c'est une très bonne question. De liberté apparente Ouais. pour les gens capables déjà d'aller sur des sites qui peuvent éventuellement éveiller leur esprit critique. Ouais. Mais pour tous les autres, c'est pire. Ouais. C'est pire. Alors, je ne sais pas si c'est pire, ça, c'est le temps qui le dira. Parce que déjà, la télévision a mis la barre très très haut en termes de bêtises. Il n'y a pas de porno encore. Non, mais Il n'y a pas de pédophilie. le porno, disons qu'on y vient quand on le cherche. Mais bon. Enfin, ça serait un long débat. Il y a 20 heures. Oui, en plus, bon, c'est un débat. Mais je retiendrai le mot clé que vous avez employé, qui est le mot famille. Je pense que c'est la responsabilité de la famille, c'est-à-dire la première cellule de base, de dire aux enfants de moins de 6 ans, Michel Desmurget dit, aux enfants de moins de 6 ans, pas d'écran. C'est-à-dire pas d'écran télé, mais pas d'écran Internet non plus. Déjà, moins de 6 ans. Bon. Et ça, c'est que la famille qui peut le faire. Éventuellement, le CSA pourrait mettre moins de 16 ans, enfin moins de 6 ans, interdit aux moins de 6 ans. Vous voyez, on pourrait mettre un macaron, mais enfin, le macaron, je ne sais pas si ça a une influence réelle. Donc, on en revient toujours là. Responsabilité individuelle ou de la petite structure qui est la famille. De dire, mais il faut que l'information circule. Donc, si elle est informée qu'effectivement les écrans, c'est pas la panacée, et qu'il faut lire, donc pour lire, il ne faut pas passer son temps sur Internet ou sur son iPhone à regarder ses mails dans l'instantanéité. Mais ça, je dirais, c'est une pédagogie. Et alors, je vais citer une anecdote. On a quelques problèmes dans l'immeuble en ce moment où on habite, et l'électricité a sauté 2 fois. Bon, alors la première fois, on était un peu perdu, et puis la deuxième fois, on s'est dit, tiens, on va prendre un livre. Et puis, donc nous, on est très immergés dans les images, hein, sur Internet. On n'a pas la télé, mais on est très Internet. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un livre et on se l'est lu à haute voix. Bon. C'est bête, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu cette panne d'électricité. Mais beaucoup de gens, d'ailleurs, renoncent à la télévision parce qu'elle est tombée en panne. Et que ça aurait coûté trop cher ou trop longtemps de la régler. Eh bien, ils redécouvrent qu'ils sont vivants. Et que ce ne sont pas des loques humaines derrière un écran à recevoir l'information. Donc Internet, c'est un peu la même chose, mais comme c'est un outil ouvert, encore une fois, tout dépend de ce que vous en faites. La télévision, malheureusement, rien ne dépend de ce que vous en faites, parce que le média en lui-même est délétère. Donc, Une marge très très faible. oui. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'excès nuit, quoi. Il ne faut pas en abuser. Il faut abuser de rien. Les Grecs disaient... rien de trop. Bon. Donc ça, c'est une éthique de vie après. Mais pensez que Internet, il y a des gens qui sont déjà drogués d'Internet, comme d'autres sont drogués des jeux vidéo, parce que ça reste des écrans. Mais je reste quand même assez optimiste sur Internet, parce que, encore une fois, c'est un média qui va dans les deux sens et qui incite les gens quand même à s'exprimer. On s'exprime énormément sur Internet, parce qu'on ne fait pas du tout derrière une télé, quoi. Au contraire, on reste muet. Et on écrit aussi. On écrit beaucoup sur Internet, que ce soit des mails, que ce soit sur les forums. Donc ça, c'est... Bon, alors après, certains vont écrire en SMS, vous savez. Mais ça, c'est peut-être le rôle de l'école aussi, de permettre de revenir à l'essentiel. Si vous ajoutez l'école, la famille, la régulation de la télévision, vous verrez que les choses iront déjà mieux. Mais il est sûr que les générations qui sont nées avec l'Internet risquent les mêmes choses que celles qui sont nées avec la télévision. Peut-être plus dangereux.
On a compris, mais moi je ne partage pas votre avis. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui. Après, il y a aussi le fait que l'information soit aussi riche sur Internet et multiple, qui fait aussi toute la difficulté du tri ou d'arriver à en tirer quelque chose. Oui, alors ça, je pense qu'on est encore dans un... C'est très intéressant parce que je me suis souvent posé la question et il faut prendre un peu de recul et se dire que Internet a 15 ans, quoi. Et donc on est encore dans la jungle. Parce que imaginez des millions de personnes qui s'expriment, évidemment, ça fait des millions de sites. Alors comment vous faites le tri? Alors déjà, il y a un tri naturel qui se fait, c'est qu'il y a des gens qui en ont marre et qui arrêtent. Et puis, parmi ceux qui continuent, il y a ceux qui sont financés par des lobbies, par des machins, qui vont vous déverser une propagande sans que vous le sachiez, ou alors vous allez le découvrir difficilement. Puis vous avez des sites qui vont émerger de qualité, et que les gens vont justement soutenir parce qu'ils sont de qualité. Et là, vous allez vraiment pouvoir trouver, et c'est ce qu'on essaye de créer avec Enquête et Débat, justement, c'est là où m'a amené ma réflexion, c'est qu'une maison d'édition, c'est bien, ça permet aux gens de découvrir, on fait tout pour que ce soit suffisamment sexy, entre guillemets, pour qu'ils reviennent au livre et qu'ils se détournent un peu des écrans, mais on voit bien que c'est pas évident, donc il faut investir ces écrans, parce qu'il faut vouloir ce qu'on ne peut empêcher, donc il faut y aller, il faut sauter dans le grand bain et essayer d'inverser le courant. C'est pas simple, mais je pense qu'à terme, il va rester quelques dizaines de sites importants qui ont fait leurs preuves sur le long terme, de leur qualité, des équipes qu'ils auront su former, des gens qui les auront soutenus, et que là, la qualité peut primer, parce que ce sont les gens qui font ce choix. Mais effectivement, le discours que je ne cesse de marteler à mes lecteurs, notamment, c'est ne soyez pas des passagers clandestins de ce site, parce qu'il va s'arrêter. Donc, et théoriquement, on fait un site de service public. Donc, c'est pour ça qu'il y a des médias de service public, c'est pour ça qu'il y a un service public, c'est que le marché ne peut pas s'en occuper, parce que c'est trop cher. Il y a trop de... En Grèce, par exemple, le métro est quasiment gratuit. Bon, ça, personne ne le sait, mais vous avez des tickets, mais personne ne s'en sert, puisque vous pouvez rentrer et sortir, et vous ne serez jamais contrôlé. Résultat, personne ne paye. Donc, il n'y a que des passagers clandestins. Résultat, qui paye? L'État. Et donc, qui paye? Ce sont les contribuables indirectement, sauf que les contribuables sont endettés. Donc, qui paye? C'est les Français. Voilà. Et les Européens. Bon. Donc, il y a toujours des cercles vicieux comme ça. Mais le rôle de l'État, c'est d'être présent sur des domaines où le marché n'est pas présent. Or là, nous, on essaye d'aller à contre-courant parce qu'on n'a aucune subvention, on n'a aucune publicité, en tout cas de sponsor, mais il faut qu'on fasse notre trou d'une manière ou d'une autre. Et l'État n'est certainement pas là parce qu'on le dérange. J'ai fait une enquête récemment sur Aulnay-sous-Bois où j'ai démontré qu'ils allaient payer 800 € pour des concertations de la ville. C'est-à-dire qu'ils organisent des assises de la ville une fois par an pour savoir ce que les citoyens pensent, et puis après, c'est pas du tout comme un vote, donc ils en font ce qu'ils en veulent, c'est juste de la communication, et ils payent 800 €, ils voulaient m'embaucher moi pour que j'anime des débats, c'est-à-dire que Madame Attel, vous avez quelque chose à dire, allez-y, merci, monsieur, allez-y, non, madame, ne pouvez pas, monsieur, pendant 2h30, 800 €. C'est scandaleux, et ça, il faut des journalistes pour le dire. Parce que jusqu'à présent, les journalistes prenaient l'argent et puis ils faisaient autre chose. Mais moi, je me suis dit non, c'est pas possible que j'aurais eu besoin de cet argent, je l'aurais pris volontiers, mais c'était pas conforme avec mon éthique. Donc, plus on sera nombreux à avoir cette réaction un peu peut-être suicidaire au début, parce que peut-être qu'on va en mourir de cette réaction. Certains vont en mourir parce qu'ils n'auront pas convaincu suffisamment rapidement ou suffisamment de monde. Et que, au bout d'un moment, il faut regarder ses comptes et on ne peut pas travailler à perte. Et puis d'autres seront peut-être un peu malades. Alors là, c'est un peu Darwin, c'est un peu brutal. Et puis au bout d'un moment, vous renversez le rapport de force, c'est-à-dire que ces médias atteignent le seuil critique. Et là, de plus en plus de citoyens, c'est l'effet domino, s'y intéressent, on entend parler, bouche à oreille et tout. Et là, ils deviennent dominants. Donc il ne faut pas tomber après dans l'excès inverse, c'est-à-dire reproduire les mêmes erreurs que ceux qu'ils ont renversés. Mais le renversement aura lieu. Moi, je pense dans 10 ans, je ne dis pas qu'on va devenir TF1, j'espère pas d'ailleurs, mais en termes d'influence, on peut très bien... ceux qui réussiront, là on est un peu dans le Far West aujourd'hui, c'est un peu la ruée vers l'or, mais ceux qui réussiront auront autant d'influence que TF1 et c'est tant mieux. Parce que les citoyens leur feront confiance. Mais là, ça sera... Vous voyez, comme je disais au tout début de mon intervention, les journalistes et les médias se sont imposés sans la volonté du peuple. Nous, si on s'impose, on ne s'imposera pas, on sera... quelque part coopté, on votera, on aura plébiscité, par le peuple.
en tout cas une partie suffisante du peuple. Donc ça sera beaucoup plus démocratique et je pense de meilleure qualité parce que finalement les gens, vous pouvez leur donner de la merde, mais au bout d'un moment, non, ça va plus quoi. Je ne suis pas tout à fait, moi, parce que je pense que enfin, les auditeurs, enfin, la plupart des gens qui regardent la télé, essentiellement dans les classes défavorisées, elles n'ont aucune conscience des effets néfastes de la télé. Et pour ces gens-là, c'est le seul divertissement, en fait, la télé. Donc comment faire passer le message et leur faire comprendre qu'il y a autre chose que... enfin, je sais pas, cette prise de conscience, elle n'est pas évidente. Non, elle n'est pas... Je n'ai pas dit qu'elle était évidente. Je pense qu'il faut le faire, et puis après, les gens choisissent. Mais il ne faut surtout pas les forcer, parce qu'ils pourraient avoir une réaction contraire. Il ne faut surtout pas leur interdire la télévision de force, parce que alors là, c'est la révolution. Parce que c'est devenu une drogue pour énormément de gens. Vous leur supprimez la télévision, ils deviennent fous. Comment ? Je dis l'opium du peuple. C'est l'opium du peuple, oui. C'est la véritable religion. Si vous aviez dit, il y a 3 ou 4 siècles, non, le christianisme, en fait, ce sont des fadaises, les gens vous auraient pendu en place publique. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Si je tiens ce discours-là sur TF1 à 20h, je vais me faire lyncher. Parce qu'on me dira, mais bon, j'aurais touché au saint des saints, quoi. Donc on est vraiment dans l'aspect religieux et il faut y aller doucement, mais sûrement quand même, parce que j'en reviens à mon raisonnement de tout à l'heure, c'est pas en convainquant les 98% de plus pro-télévision qu'on y arrivera, c'est en convainquant les 2% qui sont déjà convaincus mais qui ne savent pas quoi faire, parce qu'ils sont isolés eux-mêmes, donc déjà les rassembler. Là, il y a un grand mouvement démocratique qui serait beaucoup plus porteur, je pense, que même les indignés ou le Tea Party, parce que derrière, il y a un objectif. Là, aujourd'hui, ces mouvements-là, ils ne savent pas trop où aller. Ils dénoncent des choses, très bien, mais que proposer ? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Mais je veux rester optimiste, parce que sinon... Non, il faut, il vaut mieux, mais je veux dire, le combat, il sera difficile. Hein. Parce qu'il y a tellement de gens qui adhèrent à la télé, finalement, qui ne se remettent pas en question. Il y en avait combien il y a 50 ans ? Naturellement, ils regardent la télé. Oui, mais il y a 50 ans, personne ne regardait la télé. Ce qu'il faudrait, c'est améliorer déjà la qualité des émissions, mais ça ne va pas dans le sens des politiques, qui eux, l'intérêt des politiques, c'est que les gens s'étourdissent dans la télé, je pense. Voilà. Alors ça, c'est une question intéressante, parce que moi-même, donc je n'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais monté une association en 2003, l'association pour la qualité de l'information et de sa transmission. On avait fait des colloques, des conférences avec des spécialistes, des journalistes, des lobbyistes, des sociologues, j'ai déjà dit, des écoles de journalisme, bon, tout un tas d'intervenants, pour comprendre un peu les mécanismes, la manipulation, comment se fait une information, etc. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'un an, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ça. Donc j'ai voulu passer à l'action. Donc j'ai enquêté et je suis tombé sur cette affaire d'Ardisson, j'ai révélé son plagiat d'une ampleur insoupçonnée, et on m'a contacté, j'ai fait un livre, et ça a contribué à le faire partir du service public. Je me suis dit, formidable, j'ai pu changer les choses. Et en fait, on l'a remplacé par un autre comme lui. Il s'appelle Tadei, Ruquier, et je sais pas quoi. Donc finalement, c'est un peu l'hydre de l'herbe. Vous savez, vous coupez une tête, puis il en pousse 3. Alors qu'est-ce que vous faites ? Donc en fait, ça, j'y crois plus, au fait de pouvoir changer les médias. Je pense que les médias vont mourir d'eux-mêmes dès lors qu'une offre concurrente de qualité sera proposée. Mais vous ne pourrez jamais empêcher un TF1 d'exister, je pense, ou l'équivalent, enfin quelque chose qui propose du pain et des jeux. Parce que ça existait de tout temps, et puis les moyens modernes vont progresser, donc les gens resteront appâtés. Mais plus en face vous aurez une force importante de gens éclairés, et honnêtement, à 2%, on peut être aussi puissant que TF1. Aujourd'hui, vous avez des blogs, je prends souvent cet exemple, comment s'appelle-t-il, Matt Drudge, aux États-Unis, et celui qui a révélé l'affaire Monica Lewinsky. Bon, parce que tous les médias étaient au courant, américains, mais ils ne voulaient surtout pas toucher au président Clinton. Lui, son blog aujourd'hui est un des blogs les plus lus aux États-Unis. Voilà. Exactement. Elle est d'accord en plus. Donc ça veut dire qu'on peut changer les choses, c'est clair. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à certaines... Est-ce que tu as eu des pressions par rapport à ce que tu voulais révéler, en l'occurrence sur Ardisson ou d'autres? Ouais. Alors sur Ardisson, c'est marrant, mais pour l'anecdote, quoi, j'ai été pris en photo. C'est à l'époque où j'étais avec mon ex-femme, et on était des jeunes mariés, mais on n'habitait pas encore ensemble au moment où je faisais l'enquête. Donc Ardisson voulait faire pression sur moi pour que je sorte pas le livre, parce qu'il avait su que je prévoyais de le faire. J'avais déjà sorti une première enquête. Et donc, il nous a pris en photo chez mon ex-femme,
croyant que c'était une maîtresse. Donc on a eu les flashs, on a vu les flashs crépiter de l'immeuble d'en face. Et mon ex-femme étant photographe, elle m'a dit non mais c'est stupide. Bon, ça nous a beaucoup choqués et étonnés sur le moment. Mais moi j'ai eu peur même. Mais elle m'a dit non, c'est juste pour nous informer qu'ils nous ont pris en photo, donc pour nous intimider, parce que à 100 mètres de distance, le flash ne sert à rien. Moi je ne savais pas. Mais effectivement, on a exercé quelques pressions. Au début, j'ai voulu enquêter sur le terrain, sur Ardisson, et on a contacté parce que c'est un gars qui fréquente les milieux de la nuit. Alors, on a rencontré un ami d'ailleurs de ma femme qui avait travaillé avec Ardisson dans un bar à gogo danseuse. Bon. Et alors, on le rencontre, c'était le tout début de l'enquête. Et là, le gars me dit n'y allez pas parce que vous allez au-devant de graves ennuis personnels. Je dis bon, oui, enfin. C'est-à-dire, enfin. Et le gars me dit si, rigolez pas avec ça, moi-même j'ai failli y passer. Bon. Alors, quand quelqu'un vous dit ça, vous dites bon, soit il a raison, et je vais me faire très très mal en faisant une enquête. Donc finalement, je suis passé à autre chose et je suis passé sur source ouverte. J'ai analysé toutes les émissions, tout le monde en parle, tous les livres d'Ardisson, et ça a aussi bien marché. Donc oui, il y a des pressions. Ces gens-là, forcément, quand vous tapez directement, c'est pour ça que il faut être plus malin, il faut être plus féminin. Sur ce coup-là, il faut contourner. Internet, c'est un média très féminin, c'est un média d'influence. Donc il faut comprendre les logiques de ce média et les logiques de l'influence, et je pense qu'on peut y arriver en menant des guerres de l'information très, très ciblées. Et une guerre de l'information, le propre d'une guerre de l'information, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient. Donc, par exemple, quelqu'un fait un blog sur vous pour vous démonter, mais on ne sait pas qui c'est. Donc vous ne pouvez pas répondre en disant « Ah, mais lui, il n'est pas bien, mais on ne sait pas qui c'est. » Ça peut être fait sur plein de choses, plein de gens. Donc il y a plein de projets qui peuvent être faits, mais là, ça vient des citoyens. Il faut que chacun ait ses idées, de dire, ben voilà, moi, un tel, je vais voir tout ce qu'il a fait depuis 10 ans, tous ceux qu'il a invités, et je vais démontrer que... Et c'est au fur et à mesure que toutes ces informations, toutes ces enquêtes vont s'agréger, que de plus en plus de gens vont prendre conscience de ça. Mais c'est même pas sûr, là je rejoins un peu le pessimisme de madame, c'est même pas sûr que ça marche. Il n'y a rien qui dit qu'on va réussir. Et moi, ma part de pessimisme, ce serait plutôt de constater ce qui a été fait en 10 ans, c'est-à-dire pas grand-chose. On sent quand même qu'aujourd'hui, la presse est vachement... Enfin, pas sur la sellette, mais la presse en l'occurrence, quoi. On sent bien que par rapport à l'AFP, que toutes les dépêches sont prises de la même manière. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que Le Figaro, c'est vraiment un journal de gauche, de droite, pardon, le lapsus. Enfin voilà, avant, il y avait vraiment des étiquettes marquées politiquement. Aujourd'hui, une information, elle est traitée avec plus ou moins de démagogie, même avec un journal étiqueté de gauche ou de droite, quoi. Donc on voit bien que là, oui, mais alors n'oubliez pas une chose. Il y en a de plus en plus qui en parlent quand même. Oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est que les médias sont une source d'influence pour plein de gens qui ont beaucoup d'argent. Donc les médias perdent de l'argent, mais ils sont subventionnés par l'État, par des multinationales, par la publicité, par des lobbies. Vous avez vu les publis rédactionnels? Oui. Vous avez remarqué, des fois 10 pages sur, le dernier en date, c'est la voiture électrique. On a publié un article d'un journaliste indépendant, dont on a publié un livre sur les radars, qui dit mais tout ça c'est du flan. C'est juste parce qu'ils déversent de l'argent pour faire la promotion de la voiture électrique, alors qu'en fait il n'y en a pas une qui fonctionne. Bon, c'est Bolloré, là, et je vous renvoie à l'article sur le site. Donc on veut nous faire avaler tout un tas de choses, ça, c'est évident. Mais là où je suis un peu pessimiste, c'est que ces forces financières et l'État, parce que l'État subventionne à haute dose la presse, l'Humanité par exemple est subventionnée à hauteur de 51 centimes par numéro, le numéro coûtant 50 centimes. Tout est dit. C'est l'Humanité. Mais je crois que c'est le journal de France Soir, là, enfin, le journal de Pougatchev, pardon, de France Soir, qui était financé quasiment à même niveau, qui vendait 50 centimes aussi, alors que le gars, c'est un oligarque russe qui a injecté 70 millions d'euros dans le truc. Donc ça veut dire que l'État, aujourd'hui, dilapide notre argent sans qu'on ait quoi que ce soit à dire. Mais quel intérêt de subventionner des gens qui ont largement les moyens d'assurer? Ah bah aucun. Non mais l'État n'a pas de logique nécessairement. Il peut y avoir un fonctionnaire un jour à qui ça prend de dire ah bah, il faut financer François, soit qu'il ait touché un bac chiche, soit que lui-même soit le copain du frère de la sœur, et puis c'est parti. Il n'y a pas vraiment de régulation. On peut l'exercer à ce niveau? Très peu.
Sur la subvention des médias, c'est totalement opaque. On a su les sommes juste il y a quelques années seulement, vous imaginez? Et l'État, évidemment, s'en sert selon les combats politiques qu'il mène sur le terrain, local, national, régional. Ça, c'est d'une opacité à peu près totale. Donc la meilleure des choses, encore une fois, c'est vous privatisez France 2, déjà vous êtes tranquille, vous n'avez pas 2 TF1. Vous en tuez un. Et vous récupérez l'argent et vous l'allouez à de la critique média. Il ne faut pas avoir peur de la privatisation. Hein. Je pense que c'est juste une stratégie. Elle est bonne ou elle est mauvaise. Et pour faire travailler des gens, il faut de l'argent. Donc aujourd'hui, on paye des centaines de journalistes pour rien. France 2, c'est inutile. Vous avez déjà TF1 et M6. À quelques exceptions près, mais c'est vraiment... Puis ils font de la désinformation aussi. France 2 à TF1, ça me dérange pas qu'ils disparaissent. Ah oui, mais... Si... Moi, je suis pas payé pour garder France 2. Pas payé pour garder France 2. Et pourquoi vous ne seriez pas prêt à garder votre argent, voire à ce qu'on vous en rende, pour non, que... Pour moi, elle n'est pas comme TF1. Ouais. TF1, c'est vraiment... ça abîme ma télé. Il y a une connotation aussi. Ça abîme un peu ma télé, mais un peu moins. Voilà. Pourtant, TF1 ne vous prend pas d'argent. Ouais, mais ils abîment ma télé, donc je ne regarde pas. Je préfère payer une télévision qui abîme pas ma télé. Voilà. Ouais. C'est des métaphores, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. TF1, je ne regarde pas trop. C'est-à-dire le bien qu'il y a dans France 2, vous pourriez le retrouver dans France 3, donc privatiser France 2, garder le bien qu'il y a dans France 2, je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez peut-être me le dire. C'est général. Moi, je ne regarde pas la télévision comme un média d'information. C'est un média de divertissement. Même le 20h, c'est un divertissement. Si je veux l'information, je vais la chercher dans des articles de fond. L'information, l'AFP, par exemple, pour moi, c'est presque du divertissement. Une information qui tombe sur une pêche AFP, on n'a pas le temps d'analyser. Elle arrive, la balance en pâture aux gens, ils hésitent. Si je veux m'informer, je vais dans les articles de fond. Donc je vais plutôt m'orienter vers la presse écrite. Pas tout non plus, ou dans des livres, même aussi dans des livres, il y a des éditeurs qui font d'excellents livres. N'est-ce pas? L'information, mais qui manipulent aussi. Mais l'information, c'est pas la télévision que je vais forcément aller la chercher. Même pas du tout. Même le 20h, c'est du divertissement. Maintenant, je suis d'accord aussi avec ce qu'avait dit tout à l'heure. Gina? C'est vrai que pour une certaine catégorie de gens, malheureusement, qui n'a pas forcément eu accès à Mais comment ils faisaient avant, tous ces gens? Non, mais je parle au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de la télé, on ne peut pas... Les gens de 30 ans, ils n'ont jamais lu la presse, ils n'ont jamais lu des bouquins d'information, ils ont toujours regardé les informations à la télévision. La façon dont les gens appréhendent la télévision dépend finalement du niveau d'éducation qu'ils ont. Quelqu'un qui a eu un niveau d'éducation qui a été jusqu'au bac, etc., à mon avis, il a suffisamment de recul pour regarder la télévision. Encore une fois, pas vraiment comme si on parle que de l'information, pas comme un moyen d'information, mais comme un moyen de divertissement. Les gens qui n'ont pas eu accès à un niveau d'études supérieures ou qui n'ont pas tout simplement une ouverture d'esprit suffisante, qui s'acquièrent en côtoyant des gens, justement, etc., mais effectivement, ils vont prendre la télévision comme elle vient, parce que c'est leur seul moyen de se divertir aujourd'hui. Mais ça reste un divertissement. Et le journal de 20h, moi qui le regarde, parce que j'ai une télé et j'aime bien regarder la télé. J'aime bien regarder la télé. C'est pas quelque chose au jour d'aujourd'hui que je vais diaboliser, c'est pas ça du tout. Mais aujourd'hui, moi je regarde le 20h comme un divertissement. Et les gens justement qui n'ont pas eu, je dirais, pris suffisamment de recul, plus que parler d'éducation ou d'intelligence ou quoi, c'est simplement prendre du recul par rapport à la fenêtre qui nous balance des informations, enfin, qui nous balance des images. Ces gens-là qui n'ont pas pris suffisamment de recul vont voir le 20h comme leur seule source d'information. Et même là, je dirais c'est quand même positif. Parce qu'au moins, ils ont accès à une forme d'information qu'on peut critiquer, qui n'est pas bonne forcément partout, mais ils ont quand même accès à une forme d'information. Au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas la télévision, et ces gens-là souvent ne peuvent pas s'acheter le journal, souvent, comment ils accéderaient aux événements qui se passent le printemps arabe, par exemple. Le printemps arabe, je veux dire, s'il n'y a pas la télévision, si on imagine un monde où il n'y a pas la télévision, enfin, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas, comment ces gens-là auraient pu accéder à cette information-là, sachant qu'aujourd'hui ils ne vivent pas, ils essayent de survivre plus qu'autre chose. Et quand ils rentrent chez eux, ils regardent la télévision, ils ont accès au moins à cette information-là, après tout un tas de divertissements qui valent rien du tout, je veux dire, la route, la fortune, le machin, le patin, tout fin, c'est une poubelle, c'est rien
rien d'autre. Maintenant, ces gens-là ont quand même accès à une forme d'information. Mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre, par exemple, sur le printemps arabe? Il ne s'agit pas de comprendre, il Ah, s'agit bah ouais. d'être informé. Non, mais c'est déjà Mais pas ça mal. sert à quoi? Mais c'est déjà pas mal. Non, parce que qu'est-ce qu'être informé? Est-ce que c'est juste savoir que le 11 septembre, il y a eu des attentats? Moi, Ou est-ce que c'est savoir qui les a faits, pour quelles raisons? ça, c'est quelles sont les suites? C'est l'article de fond. Moi aussi, si je veux de l'information, d'un vrai, je vais dans les articles de fond. 20h, divertissement. Maintenant, si vous prenez d'autres catégories de gens, eh bien, ils n'ont pas forcément accès à ces articles de fond. Et ils ont quand même l'information. Et moi, je pense que c'est quand même déjà positif. Après, ils analysent d'une certaine façon entre eux. Ils peuvent discuter aussi entre eux. Ils n'ont pas forcément. Je veux dire, faut pas imaginer les gens qui regardent, qui ont 5 télés chez eux, comme des gens qui sont complètement lobotomisés. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous ne le croyez pas, Non. mais lui, il le démontre. Oui, mais il le démontre. Moi, Scientifiquement. J'ai pas lu son livre, mais je vous y renvoie. je suis à peu près sûr que ces gens-là ne sont pas lobotomisés et qui vivent dans une misère aujourd'hui qui est liée à nos sociétés. Mais Vous ne pensez pas que c'est lié à la télévision, quand même? Ça, on est dans le domaine de la croyance, parce que malheureusement, quand vous avez 1200 études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, enfin qui référencent, il y en a certainement plus, et qui vont toutes sans exception dans le même sens. Mais quand ils ont élu Hitler président, c'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui ont fait la même chose que c'était pas une connerie. Ouais. Voilà, mais c'est encore une métaphore qui va très loin, qui est une comparaison. Mais je ne sais pas parce qu'il y a 1200 études qui montrent quelque chose que Ah bon? moi je vais forcément y croire. Il vous en faut, alors? Je veux dire, pour y croire, il faut aller voir. Moi, je vous invite aussi à aller, j'en connais, à aller voir les gens dans les cités, voilà, et de vivre avec eux et de voir comment ils perçoivent l'information, telle que la voient. Et c'est intéressant de voir que ces gens, enfin, je dis ces gens, on fait partie quelque part aussi, mais qui comprennent, ils analysent, ils ont des raisonnements tout à fait intelligents, et que le printemps arabe, ils ont malgré tout très bien compris, rien qu'avec la télévision. Ah, oui, c'est une vraie question de fond que vous posez, parce que moi je pense que c'est lié. La même personne, vous lui mettez la télévision ou vous lui enlevez la télévision, c'est comme la même personne qui vit dans le communisme ou qui vit dans un autre système, ça ne va pas être la même personne. C'est-à-dire qu'il y a une influence énorme dont on n'a pas forcément conscience. Mais ce n'est pas la personne qui est en cause. Elle subit l'influence aussi d'un système dominant. Donc il doit trouver son intérêt. Donc certes, il va regarder la télévision parce que c'est agréable et tout, mais consciemment ou inconsciemment, il va se faire manipuler. Il va être intéressé par des informations qui n'ont absolument aucun intérêt, mais que la télévision lui montre. Comme disait Bourdieu, le fait divers fait diversion. Quand on vous parle autant de sport, par exemple, je veux dire, on s'en fout, objectivement. Alors ça rapproche peut-être de nos racines identitaires, locales. Bon, moi, je suis lyonnais, quand j'entends que l'Olympique lyonnais a gagné, je suis content. C'est tout, quoi. Et j'ai ça à France Info, par exemple, si vous écoutez France Info, vous allumez à n'importe quel moment, vous avez des résultats sportifs. Une chance sur deux. Mais ça, c'est pas la pire des choses, au contraire. Hein. Mais après, je ne suis pas obligé. Il n'y a aucune valeur informationnelle à ce... Moi, je l'entends, l'information, mais elle me manipule pas. Ah si, parce qu'elle vous manipule parce que ce temps que vous écoutez à écouter même des matchs en direct, à la radio, il y a des gens qui le font. Hein. Bon, alors ça les divertit peut-être certains. Ils le veulent bien, ils sont moteurs quelque part. Oui, ils le veulent bien, mais parce que le système leur permet de le vouloir et les pousse à le vouloir. Les gens, je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, les gens vont à la facilité, j'ai entendu ça. C'est vous. Bon, bah, c'est ça. Si on vous offre le choix entre l'ascenseur et l'escalier, vous allez prendre l'ascenseur. Hein. Mais vous savez pertinemment que l'escalier est meilleur pour votre santé que l'ascenseur. Et qu'au bout d'un moment, si vous prenez l'ascenseur tout le temps et que ben, vous allez grossir et vous allez baisser votre espérance de vie parce que vous allez devenir obèse. Ben, quand on regarde la télévision, on devient obèse. Et on augmente ses risques de crise cardiaque, on baisse son temps d'attention, on baisse son temps de sommeil. Tout est lié. Après, c'est un système qui est pernicieux parce que c'est une multifactorielle qui s'ajoute les uns aux autres. Je suis d'accord, mais rien ne vous empêche d'appuyer sur le bouton off de la télévision. Même partout où que vous soyez, il y a un bouton off, quoi. C'est Ouais. le bouton toujours. La pire des prisons est celle dont on ne voit pas les barreaux. Non, puis c'est pas aussi Il y a beaucoup de gens qui aimeraient appuyer sur off. Moi-même, quand j'avais la télévision, souvent ça m'est arrivé, c'est sans doute arrivé à certains d'entre vous, quand vous appuyez sur off, vous sentez un sentiment de manque immédiatement.
Moi, ça m'est arrivé. Et puis, deuxième effet, c'est, mais combien de temps j'ai passé là? 3 heures pour regarder des trucs dont j'avais absolument pas envie. Mais finalement, ça va passer du temps. Le temps prend une autre dimension si vous n'avez plus la télé. Faites le test, comme ça. Une journée sans télévision. Ça, c'est pas mal aussi parmi les actions qu'on peut faire. C'est une journée sans télévision, voire une semaine sans télévision. Vous revivez honnêtement, que ce soit avec vos proches, avec vous-même. Vous vous rendez compte que vous avez énormément de temps, en fait. Et vous n'en aviez pas conscience. Parce qu'avant, vous couriez toujours après le temps, parce que, en fait, le temps que vous passez devant la télévision n'est pas un temps réellement objectif. Ça, il l'explique aussi. Il y a des phénomènes cognitifs à ça. C'est quand on est assis. Souvent, on rentre du travail, justement, on s'assoit tranquillement, et on regarde l'écran, et on est bien, puis on se laisse hypnotiser un peu. Donc, le temps passe, les informations se succèdent les unes après les autres, font une forme de lavage de cerveau aussi, et vous n'avez pas l'impression que vous avez passé 2 heures, 3 heures, 4 heures des fois. Et là, c'est 16 ans, enfin j'ai cité des chiffres, ils ne sont pas inventés, quoi. Moi, j'ai parlé avec ma mère il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, ma maman, tu m'as toujours éduqué avec la télévision et tout, c'est pas terrible. Elle me dit, oh, pourquoi? Bon. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas bête, hein, franchement. Ouais. Et après, je lui dis, mais toi, est-ce que tu regardes encore beaucoup la télévision? Je dis, non, pas beaucoup. Ah bon, alors combien d'heures à peu près? 3 heures par jour, elle me dit. C'est-à-dire, pour elle, 3 heures par jour, c'était pas beaucoup. Je lui dis, mais maman, fais le total par an, combien ça fait 3 heures par jour? Même dans la journée. On a 12 heures de vie éveillée, c'est un quart de sa vie éveillée, quoi, passée devant la télévision. Mais pour elle, c'est normal parce que voilà, elle m'a éduqué là-dedans, puis elle a été éduquée là-dedans, et puis voilà. Mais je pense que c'est lié aussi au mode de vie, il y a de plus en plus d'évolution dans la société, il y a de plus en plus de gens seuls, isolés, et finalement ça compense un peu cette solitude, c'est souvent la télé. Mais demandez-vous si le fait qu'il y ait de plus en plus de gens isolés, c'est pas aussi dû à la télévision. Oui, peut-être que les gens se replient aussi. Là, ils ont tout sous la main. Mais s'il n'y avait pas la télévision, peut-être qu'on irait plus se promener, lire un bouquin. C'est pas peut-être, c'est sûr. Tu serais plus sur Internet. Pas forcément. C'est-à-dire certains, que, il sera plus sur Internet. moi, je voudrais un peu reprendre l'idée de Philippe parce que justement, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que le fait de stigmatiser forcément la téloche, parfois, dans certains contextes, moi je me souviens, donc mes grands-parents, ils avaient, donc bien sûr, pas la téloche, et ils regardaient, ma mère regardait toujours écouter la radio. Et c'était un milieu extrêmement populaire, les quartiers du Panier à Marseille, donc vraiment les quartiers qui étaient à l'époque en fait des commerçants, des immigrés, etc. Et ils avaient, grâce à la radio, l'accès par exemple à tout un pan de la culture qui est la musique. Et mon grand-père, qui était pas particulièrement éduqué, avait la chance, grâce à la radio, de s'ouvrir à la musique, et donc il y avait une passion pour l'opéra, etc. Et je trouve que quand il y avait pas le choix, effectivement, que les médias comme la radio étaient vraiment une ouverture d'esprit, réellement. Maintenant que, quand on parle de notre siècle actuel, moi qui n'ai pas la téloche du tout, avec 3 enfants ados, 12, 14, 16 ans, c'est quand même une époque où quand on arrive à l'école et qu'on est incapable de parler de quoi que ce soit, ça peut être un gros handicap. Donc on est passé par toutes les phases, les hurlements, les quoi, on est au courant de rien. Moi personnellement, j'ai toujours combattu ça parce que je trouvais, à cause du temps passé. Parce que le temps passé, c'est tellement précieux de pouvoir bouquiner, bon voilà. Ben, finalement, je ne sais pas trop si j'ai gagné. Parce qu'aujourd'hui, dans le magazine du Facebook, à longueur de journée, j'ai un mal fou à revenir en fait aux valeurs initiales. Donc en fait, l'un était substitué par l'autre. Et le gain, bon, effectivement, Facebook, il n'y a pas que Facebook, il y a l'accès aux médias web. Et qui, j'espère, va prendre le relais. Mais c'est pas sûr. Donc est-ce que la lobotomisation, elle n'est pas générale, c'est-à-dire elle va bien au-delà des médias? Et même dans des lieux, dans des familles qui prônent en fait un certain mode d'information. C'est une bonne question. Déjà, pour répondre sur la stigmatisation de la télévision,
moi, il ne s'agit pas de la stigmatiser, il s'agit juste d'informer. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, là, l'information que vous avez reçue ce soir, je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendue ailleurs. Moi, je ne l'ai jamais entendue ailleurs, sauf dans ce livre-là. Donc, c'est-à-dire que les gens ont le droit de fumer, mais il vaut mieux qu'ils sachent que ça augmente leur taux de cancer du poumon de temps. Moi, j'aimerais que les gens qui regardent la télévision, enfin, quasiment tout le monde, sachent que quand ils regardent la télévision, ils augmentent leur risque de ça, leurs enfants qui travaillent mal à l'école. Parce qu'il y a quand même des choses graves. Le fait qu'on baisse de QI de 30 en moyenne, je crois que si on regarde 2 ou 3 heures de télévision par jour, c'est énorme. Et que ces enfants se redoublent, ou enfin, ils donnent tout un tas d'exemples, c'est important. Et alors, tu parles des crises avec les enfants et tout. Il faut savoir que quand on a la télévision, c'est crise sur crise dans les familles. Je n'ai peut-être pas vécu, mais tous ceux qui ont une télévision le vivent. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Rien que ça. Donc, en mangeant, on se rend compte qu'on mange plus de produits gras et sucrés quand on regarde la télévision, parce que les pubs qui sont diffusées là, comme par hasard, c'est des produits gras et sucrés qui rendent dépendants, qui rendent obèses, qui donnent du cholestérol. Quand on ajoute les causes... Bon. Et alors, sur Facebook, moi je dirais, pour rester optimiste, c'est que ça, c'est quand même des médias d'avenir. Les réseaux sociaux, quelle que soit l'activité qu'ils feront, tes enfants par la suite, ils vont pouvoir se servir de leurs réseaux sociaux pour faire du lobbying pour leurs idées, pour défendre des projets dans leur métier. On n'a pas de recul, encore. Non, mais plus qu'avec la télévision en tout cas. On sait que Facebook va plus servir aux enfants que de regarder la télévision. Et alors, il y a un exemple vraiment, alors là c'est pour les plus petits. Certains, il y a des chaînes pour bébés aujourd'hui. Bon, Baby First, ou je sais pas quoi. Il y a des parents qui croient sincèrement faire le bien de leur bébé en les mettant devant une chaîne pour bébé. Or, il a été démontré que le bébé n'apprend non seulement rien en regardant la télévision, il apprend en jouant de ses mains, en touchant les réalités concrètes, parce qu'il se crée sa propre réalité. La télévision, c'est un écran plat. Des parents essayent d'apprendre des langues, des sonorités et tout à leurs enfants. Rien. Tous les tests scientifiques qui sont menés démontrent que ça ne sert absolument à rien. Par contre, ça lobotomise, là pour le coup, réellement les enfants. Qui deviennent, même s'il prend même l'exemple des parents qui regardent la télévision et ils ont leur enfant dans un parc, l'enfant est influencé par la télévision. Alors que les parents croient juste... Alors le pire, c'est les nounous. La télévision nounou. Alors ça, il n'y a rien de pire. Parce qu'on croit... Ça, c'est le bon côté de la télévision, quand on ne sait plus quoi faire avec ses enfants qui crient dans le salon ou qui courent partout. On les met devant la télévision. Pendant 2 heures, au moins, ils sont tranquilles. Sauf que là, ils regardent des Dragon Ball Z et autres, qui sont des séries qui sont étudiées scientifiquement, donc en psychologie sociale, pour faire que l'enfant gobe encore plus les publicités qui entrecoupent ces dessins animés. C'est-à-dire que c'est le summum de la manipulation, pour enfants en plus, parce qu'ils ont testé, c'est facile, testé sur les cerveaux, qu'est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut de la violence, quand est-ce qu'il faut que le rythme baisse, est-ce qu'il faut que l'histoire soit découpée, parce que Dragon Ball Z, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros c'est une fresque de 1000 épisodes qui vont suivre, et n'importe qui regarde ce genre d'épisode est incapable de vous expliquer l'histoire en entier. Il sera à peine capable de vous expliquer l'épisode, mais il faut voir les 1000 épisodes pour se rendre compte qu'on n'a rien compris. C'est fait exprès. Donc là, on est vraiment dans la lobotomie de base. Mais enfin, pour finir là-dessus, moi je suis pour la liberté individuelle des gens, de choix. Donc je vais pas dire aux gens, vous regardez la télévision, donc vous êtes bête. Non, moi je l'ai regardé suffisamment longtemps pour savoir que je suis pas bête. Mais je sais que je serais peut-être plus intelligent maintenant, ou peut-être moins gros, ou peut-être... je vous passe les détails. Et contrairement à vous, ces 1200 études scientifiques, bon, pour les avoir lues, peut-être que quand vous les aurez lues, vous aurez une autre vision, m'ont non seulement convaincu, mais m'ont choqué. Parce qu'on est devant, là, on est face à un scandale sanitaire. L'amiante à côté, c'est rien. Le sang contaminé, c'est que dalle. Et la cigarette et compagnie, c'est rien. Parce qu'on est tous concernés. On a tous regardé la télévision dans notre vie. Et plus on la regarde, malheureusement, plus on réduit notre espérance de vie, notre esprit critique. Et ça, c'est quand même grave en démocratie.
Est-ce qu'elle était libre, genre de moins la télé que d'autres? Ils ont un QI vert, hein, ils veulent mieux. Non, je sais pas. Je ne connais pas d'études qui mesurent le QI général d'une population. Par contre, dans le livre, ils expliquent qu'il y a des tests scientifiques qui ont été menés sur des villages un peu à l'extérieur, qui n'avaient pas la télévision parce qu'ils étaient trop dans des vallées ou autres. Et alors là, c'est peut-être le plus intéressant d'ailleurs. Il va passer Regardez les pour la fin. macarons. Oui, je vois passer les macarons. Non, je vois le plus intéressant, c'est l'étude. C'est que, je crois que c'était au Canada, vraiment de mémoire. Donc, un village de quelques centaines de personnes n'a pas la télévision. Donc, il y a des sociologues qui étudient leur cas parce qu'ils savent que la télévision va y être implantée. Et alors, ils étudient le cas, et notamment le cas des jeunes filles. Les jeunes filles de 15 à 25 ans, je ne sais plus. Alors, ces jeunes filles sont parfois maigres, parfois rondes, bon, mais aucune n'a de, comment on appelle ça, des troubles compulsifs de l'alimentation. Aucune. Bon. La télévision s'installe. Qu'est-ce qui se passe? Les 3/4 deviennent anorexiques ou boulimiques. Oh. Et 13% se font vomir. Pourquoi? Parce que la télévision, là encore totalement inconsciemment, formate les jeunes femmes pour qu'elles ressemblent aux 3% qui correspondent au canon de la beauté actuelle, que vous retrouvez aussi dans les magazines, il n'y a pas que la télévision. Mais la télévision renforce cet effet, parce qu'évidemment c'est l'image, c'est les mannequins, c'est tous ceux qui sont sur les plateaux, c'est une promotion de la beauté, donc une discrimination aussi par la beauté. On parle souvent des discriminations raciales, des discriminations, tout ce que vous voulez, mais la beauté est une des premières discriminations que la télévision a renforcé considérablement. Et aujourd'hui, je dis souvent, il vaut mieux être noir et beau que blanc et moche. Donc c'est plus complexe que simplement l'antiracisme basique. Donc, voilà. Moi, je pense que la première étape, là, dans ce combat noble que vous voulez mener, Ouais. c'est de modifier les programmes là-bas. Plutôt que de vouloir détacher les gens de la télé, je pense que dans un premier temps, il faudrait modifier les programmes. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quasiment impossible. Et oui, parce que Les journalistes s'en fichent. Pour vous, pour eux, vous n'êtes rien. Moi, j'ai été citoyen avant d'être journaliste, et je voulais faire pression justement pour changer, qu'ils réfléchissent à ce qu'est la qualité de l'information et tout. Ils s'en fichent. parce que c'est vrai que là, on patauge dans la médiocrité. Hein. Mais, comme je l'ai lu tout à l'heure, selon Régis Debray, les journalistes sont les seuls à pouvoir se juger entre eux. Donc moi, par exemple, je n'ai pas de carte de presse. J'en veux pas. Parce que pour moi, c'est être plus bas que tout, être dépendant d'un système. Je suis journaliste par mes enquêtes et par mes articles, et par mes vidéos et tout ça. Mais figurez-vous qu'en n'ayant pas ma carte de presse, je n'ai même pas le droit d'ouvrir ma bouche et de critiquer les médias, parce que je n'ai pas le droit. Si j'ai le droit, mais ça tombe à plat. Donc soit on y arrivera effectivement, mais par contrainte, et j'ai pas envie d'en arriver là, parce que c'est pas très démocratique, soit on construira le système qui remplacera l'autre. Tout simplement. Ah, fortement. Et c'est attribué comment la carte de presse? On va voir. La couleur des yeux. La carte de presse, pardon. Il faut travailler dans un... Pour la carte de presse, il faut travailler dans un média reconnu comme tel par l'État. De première déjà, c'est l'État qui vous dit... Nous, par exemple, on n'est pas reconnu par l'État. Hein, bon. Et ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il faut toucher 50% minimum de ses revenus dus à un salaire de journaliste. Voilà. Donc c'est purement quantitatif, c'est pas du tout qualitatif. C'est pas parce que vous aurez fait une super enquête que vous allez avoir une carte de presse. Ou c'est pas parce que vous avez manipulé tout le monde en racontant n'importe quoi que vous allez perdre votre carte de presse. Aucun journaliste n'a jamais perdu sa carte de presse. Sauf pour des crimes importants. Et pourtant, des erreurs journalistiques, il y en a tous les jours. Et en France, il y a combien de cartes de presse qui circulent? À ce jour, on en a distribué 50 000. Mais il y a 35 000 journalistes environ à l'œuvre, au moment où on parle, dont une bonne partie travaille dans la communication. Mais alors dans la communication, c'est un peu spécial parce qu'on a tendance à devoir retravailler après dans l'autre domaine pour ne pas perdre sa carte de presse. Parce que là, c'est un motif pour perdre sa carte de presse. Si je travaille dans la communication et dans le journalisme, je vais avoir du mal à avoir... Si tu as 50% de tes revenus, tu peux garder la carte de presse. Mais si tu travailles que dans la communication, je crois au bout d'un an, tu perds la carte de presse.
Voilà. On a fait le tour, hein, je pense. Bon, bah, merci. Merci. Merci.